Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois en live pour discuter de l'actualité football. On est le 1er juin 2026 et on est présent sur TikTok et Twitch pour discuter de tout ce qui s'est passé ce week-end. Et ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième victoire en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Un nouveau trophée pour les Parisiens, une nouvelle Coupe d'Europe, hein, ça y est, qui avait égalisé l'Olympique de Marseille la saison dernière et maintenant qui passe au niveau des trophées européens pour un club français. Donc évidemment, on va revenir sur cette finale de Ligue des Champions contre Arsenal que le Paris Saint-Germain a gagné au penalty. On va parler aussi évidemment de l'OGC Nice dans un deuxième temps. Euh, L'OGC Nice, hein, qui a réussi à se maintenir en Ligue 1 aux dépens de Saint-Etienne avec une grande victoire, hein, 4 buts à 1. Enfin, une grande victoire. Ça reste à mesurer, mais en tout cas, c'était plutôt pas mal pour les supporters de l'OGC Nice. Salut à Gianni qui est déjà présent sur le live. J'espère que tu vas bien. On est là pour discuter de l'actualité football, hein. Donc évidemment, on va parler de ce match de l'OGC Nice, du Paris Saint-Germain. Bon anniversaire à Hattrick FR, déjà un an. Ouais, ça fait même un peu plus d'un an, un an et un mois. Mais merci beaucoup pour cet anniversaire, hein. C'est vrai que ça fait déjà un peu plus d'un an. Et ça fait extrêmement plaisir de continuer ces lives, ces vidéos chaque jour avec vous, les amis. Voilà, dans le sommaire de cette émission, on va discuter voilà, le débrief tactique de PSG Arsenal. On va parler de la résilience des Paris Saint-Germain, même menés, les Parisiens n'ont jamais paniqué. Imperturbable dans la tempête, puis joyeux comme un gamin, Luis Enrique a encore montré le chemin jusqu'au triomphe. Un autre article sur... là, c'est Vicha Kvaratskhelia qui a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions 2025-2026. Un autre article sur Luis Enrique, hein, donc on fera les deux en même temps. Matvei Safonov, est-ce qu'il a vraiment été utile sur cette séance de penalty? Et le Paris Saint-Germain qui s'attelle déjà possiblement au mercato pour la saison prochaine, hein, après leur sacre et la célébration hier, hein, au Parc des Princes et dans les rues de Paris. Le PSG étudie l'opportunité Elie Junior Kroupi, le jeune attaquant de Bournemouth, hein. Ça y est, il commence à avoir une cote Elie Junior Kroupi. Là récemment, on voit plein de vidéos comme quoi ça serait le crack ultime, hein, pour les prochaines saisons dans le football mondial. On va parler évidemment de leur adversaire, hein, 375 millions d'euros cumulés grâce à son titre en Première Ligue et sa finale perdue de Ligue des Champions, les gros moyens d'Arsenal pour soigner une grosse désillusion. Donc voilà, Arsenal champion de Première Ligue, mais défaite en Ligue des Champions. C'est ce qu'on avait annoncé, hein, pour le coup. Bon, moi j'avais annoncé une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Au final, ça allait jusqu'au penalty, hein, mais il y avait 1-1, j'étais pas si loin. Donc voilà. Donc je disais, on va parler de l'OGC Nice aussi, hein, qui s'est maintenu contre Saint-Etienne vendredi soir, hein, directeur sportif a nommé, nouvel entraîneur à cibler. À peine maintenu, Nice entame sa restructuration. Le plus dur commence maintenant. C'est vrai que ça a été une saison assez noire pour les Niçois, donc on va continuer d'en parler. Évidemment, on en a parlé toute la semaine dernière, et donc on va en discuter encore aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'OGC Nice dans les jours à venir après cette saison assez catastrophique? Voilà, les cibles ayant participé à la finale de Ligue des Champions, PSG Arsenal, arrivent mardi à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde. Donc, évidemment, on aura notre point Coupe du Monde, hein. Euh, donc les Bleus, c'est Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et William Saliba. Évidemment, on va suivre, hein, ce qui s'est passé avec Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il est blessé, pas blessé? On fera un petit point avec lui. J'ai pas regardé le match du Sénégal hier, mais j'ai vu qu'ils ont perdu contre les États-Unis. Donc évidemment, on va en parler, hein. À 16 jours de son match contre la France, à la Coupe du Monde, le Sénégal tombe face aux États-Unis malgré un doublé de Sadio Mané. Donc évidemment qu'on va en discuter. On va parler aussi de Robin Risser, hein. Ses débuts avec le groupe A de l'équipe de France. Voilà, conseil de Didier Deschamps à Kylian Mbappé, premier entraînement, première prise de parole, les débuts en bleu de Robin Risser. Voilà. Et ce qui se passe aussi au Sénégal, sélectionneur sans contrat, capitaine blessé, date de match pas appréciée, la préparation mouvementée du Sénégal avant la Coupe du Monde, hein. Donc on va parler du Sénégal parce que c'est les champions d'Afrique et que c'est les futurs adversaires de la France en Coupe du Monde. Et après, évidemment, l'été, on rentre dans l'été, donc qui dit fin de saison, été, le point mercato, on va en parler pendant des mois. Liverpool officialise le départ d'Ibrahima Konaté, mais aussi de leur coach Arne Slot, hein, qui a été démis de ses fonctions. Plutôt logique. Après, on va parler aussi de Raphaël Leao,
qui annonce vouloir quitter l'AC Milan, et l'ancien entraîneur de Monaco, Adi Hütter, qui retourne sur le banc de l'Eintracht Francfort, avec qui il avait gagné l'Europa League. Voilà. Tu travailles pas pour être tous les matins ici. Et ben, effectivement, on essaye de faire, de notre travail, cette activité. Donc, merci pour ces commentaires tout mignons de Babacar. Non, je travaille pas, mon ami. J'en profite pour essayer de gagner ma vie grâce à ces lives et ces vidéos YouTube. Donc, voilà, on essaye de faire grimper ce média. Si tu as d'autres questions comme ça, n'hésite pas, hein, on pourra te répondre. En tout cas, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va commencer par la finale de Ligue des Champions. Juste avant ça, le petit point promo, évidemment. N'hésitez pas, si vous avez d'autres commentaires comme Babacar, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur TikTok et sur Twitch, évidemment. On est en live sur Twitch, hein. Sur Twitch, c'est peut-être un peu plus facile parce que vous pouvez voir mon écran, donc c'est peut-être plus fluide aussi. Sinon, voilà, n'hésitez pas à rester sur TikTok. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on disait Twitch, TikTok, évidemment, la chaîne YouTube, les plateformes de podcast, hein. On se remet à travailler sur d'autres vidéos, évidemment, que ces lives. Donc, ça arrive, hein, on bosse. Donc voilà, merci à tous du soutien. Donc les plateformes de podcast, la chaîne YouTube, et évidemment les réseaux sociaux pour ceux qui ont pas, qui sont peut-être sur Twitch, mais qui n'ont pas de TikTok. Il y a Instagram, Facebook, Snapchat et X, évidemment, où vous pouvez aller vous abonner à Trick FR, hein, le petit logo vert que vous voyez. N'hésitez pas. Salut à Rugby Raman qui est présent sur le live. Ça faisait un moment aussi qu'on t'avait pas vu, mon ami. Donc, bienvenue une nouvelle fois. Merci à Babacar aussi. Je te souhaite plein de force alors. Eh ben, merci beaucoup. On va essayer de développer ce média petit à petit, évidemment, hein. C'est pas Rome ne s'est pas construit en un an. Donc on va essayer de faire ça petit à petit, évidemment. Mais en tout cas, ça passe par ces lives tous les matins. Donc voilà, merci du soutien. S'il y a des gens qui veulent follow ou quoi, n'hésitez pas. Paris, meilleur club au monde, je discute pas avec quelqu'un. Gardez vos commentaires pour vous. Bon, bah, on va pas discuter, même si on est plutôt d'accord avec toi, mon cher Ousmane. Ousmane Caboret même. Euh, Effectivement, le Paris Saint-Germain, je pense que depuis 2 ans, hein, il y a très peu de discussions comme quoi c'est bien le meilleur club au monde, hein. Si des gens veulent rentrer dans le débat, peut-être que Ousmane n'est pas ouvert, mais moi je suis ouvert au débat. Ça m'intéresse, d'avoir votre avis. En tout cas, on démarre tranquillement. Qui peut dire le contraire de ça? Étant pour Lyon, faut juste se l'avouer, il y a plus de débat. Voilà, actuellement là, 2 Ligues des Champions d'affilée, je pense que ça a pas été fait à part le Real, peut-être dans les années précédentes, quand c'était l'autre nom de la coupe d'Europe, j'ai même plus le nom là, la coupe des clubs champions, je crois que ça s'appelait. Ça a dû être fait, mais faudrait vérifier. Hem En tout cas, merci à Ousmane Kaboré pour le follow aussi, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Hat-Trick, hein. Je le rappelle, on est en live tous les matins, 10h midi. Tu as pensé quoi de cette finale PSG Arsenal? Eh ben, pour tout vous dire, c'est vraiment le scénario auquel on ne s'attendait. Enfin, c'était peut-être le pire scénario pour cette finale. Arsenal qui ouvre le score tôt dans le match. Et après qui met son jeu en place, c'est-à-dire un jeu très très défensif qui essaye de bloquer pas mal, pas mal les actions, hein, un jeu très au ralenti. Et donc vraiment c'était le pire scénario pour cette finale, qu'Arsenal ouvre le score très tôt, parce qu'on savait qu'ils allaient mettre un bloc derrière. Comme on disait, comme on va le voir dans les articles, le PSG n'a pas paniqué. Ils se sont un peu cassés les dents quand même, hein, sur la défense d'Arsenal, hein, qui est tout de même une très bonne défense. Mais voilà, hein, 65e minute, ce penalty qui débloque la situation. Mais même là, ils n'ont pas voulu produire de jeu. Encore une fois, hein, cette réputation du FC Corner, hein, n'est pas enlevée pour Arsenal, hein, qui n'a pas essayé grand-chose, qui n'a pas proposé beaucoup de jeux. Après, félicitations à eux, leurs joueurs qui se sont un peu, qui ont tout donné, hein, qui ont sacrifié leur jeu pour essayer de maintenir ce score. Mais bon, quand on veut pas jouer au football, ben, on est souvent puni. Et donc après, bon, la prolongation, là, actuellement, dans le football moderne, on sent que dès qu'on arrive en prolongation, les organismes sont épuisés après
des 90-100 minutes jouées. Donc ça va tout droit en général vers les pénaltys. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, voilà, c'était une finale auquel il fallait s'attendre. C'est pas la meilleure finale qu'on a vue, c'est sûr qu'on aurait préféré, peut-être celle de l'année dernière ou avoir un peu plus de d'enjeux, mais en tout cas, c'était intéressant à suivre tactiquement, cette finale. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ce que vous en avez pensé, peut-être, une note, hein, sur 10, par rapport à cette finale, hein, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou non. En tout cas, bienvenue à Sarah qui est présente sur le live. J'ai craqué, j'ai fini en pleurs à la fin. Bon, ben voilà, pour les supporters parisiens, j'imagine que c'est vraiment magnifique. Même nous qui sommes supporters en tout cas, moi je suis supporter des clubs français, j'étais très content. C'est mérité pour ce Paris Saint-Germain, hein, qui est une très 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 belle équipe de football. Arsenal un peu moins, on va pas se mentir, hein. S'il y a des fans d'Arsenal dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis aussi. Merci à Sam David pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Euh, Bienvenue évidemment dans la communauté Adtrick, hein, merci pour le follow. Merci à Adri aussi pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Pop, 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 pop. Ok, donc voilà. À la fin, j'ai insulté tous les joueurs de Arsenal. Ouah, pas besoin d'aller à ces extrémités. En tout cas, pour revenir sur un peu, salut à Citoyen qui est présent sur le live, bonjour à toi. Saka invisible, c'est vrai que Saka était invisible, mais bon, il s'est beaucoup sacrifié, hein, pour défendre ce côté droit, surtout quand tu as un Nuno Mendes, Kvaratskhelia. Honnêtement, il a fait le taf un peu jusqu'au bout, hein, mais après, quand il y a eu ce penalty, bon, c'est sûr qu'il avait plus, je pense, les jambes pour, euh, pour donner ce qu'il fallait. L'entrée de Noni Madueke, voilà. Euh, est-ce que vraiment c'était utile? La volonté de faire rentrer Eberechi aisé à la 91e, vraiment Arteta, il a repoussé jusqu'au bout. On a compris qu'il voulait aller au penalty. Donc voilà. Merci à Citoyen aussi pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Attrick. N'hésitez pas, je le rappelle. Twitch, TikTok, la chaîne YouTube, les plateformes de podcast et tous les réseaux sociaux, hein. Sur Twitch, hein, si vous souhaitez aussi me follow, c'est gratuit, je le rappelle, donc n'hésitez pas. C'est les abonnements qui sont payants si vous voulez vous abonner. Ça fait toujours plaisir, mais vous n'êtes pas obligés, les amis, n'hésitez pas, au moins, pour le follow. Penalty ou pas pour toi? Alors je pense que oui, il y a clairement penalty. Si tu parles du penalty du Paris Saint-Germain, il y a clairement penalty. Après, il me semble qu'il y a une faute un peu contestable aussi, qui aurait pu avoir peut-être penalty pour Arsenal, euh, mais je n'ai même plus le souvenir de ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a penalty pour le Paris Saint-Germain. Si on reprend sur le début de ce match quand même, au niveau des compositions, les compositions, le 4-3-3 classique de Luis Enrique avec Safonov dans les catchs, Pacho, Marquinhos, on aurait pu avoir un doute, est-ce il y allait avoir Hakimi? Certains dans le live m'ont dit que ça serait Zaïre Emery. Bon, Hakimi avait repris l'entraînement collectif, donc je pense que c'était plutôt logique qu'il soit présent sur le terrain. Achraf Hakimi, lors de cette finale. Marquinhos Pacho, évidemment. Nuno Mendes à gauche. Au milieu de terrain, là aussi, le doute, Zaïre Emery, Fabian Ruiz. Je pense que voilà, jusqu'à démontrer Fabian Ruiz, hein, euh, précédemment, c'est sûr qu'après sa blessure, là, quand il est revenu, il fallait qu'il se remette en jambe, donc ça n'a pas été fameux, mais bon, Fabian Ruiz, c'est quand même une valeur sûre. Et il a fait plutôt une bonne finale quand même, aux côtés de Vitinha, João Neves. Alors là, les deux Portugais, comme d'habitude, évidemment, ils sont exceptionnels, hein. Ils ont vraiment fait deux matchs assez incroyables les deux. Même si Vitinha, il a beaucoup été bloqué, pardon, par cette équipe d'Arsenal, hein. C'était peut-être aussi la tactique, hein. Euh, donc voilà, ça, la tactique quand même de Mikel Arteta pour essayer de bloquer Vitinha, bah, elle a marché. On a vu que le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal quand même à déployer son jeu. Mais voilà, il a quand même fait un gros match. Safonov, il a abusé de taper un fou rire au discours de Macron. Bon, c'était marrant. J'ai vu rapidement ça sur les réseaux, mais honnêtement, c'est pas ça forcément qui m'intéresse, hein. J'ai même pas regardé forcément la célébration, peut-être vu des vidéos passer par-ci, par-là. Et voilà, et après dans l'attaque du Paris Saint-Germain, il fallait s'y attendre aussi. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Bradley Barcola, voilà, qui revenait de blessure. Doué qui a été plutôt bon en tout cas sur ce match, hein. On voit une note de 7,9 sur Flashcore. Et Ousmane Dembélé, il a raté une ou deux actions, il marque le penalty quand même serein en plus.
Donc voilà, il sort à la fin avec des crampes. Je pense pas qu'il y ait de blessure, on verra au cas où, s'il y a quelque chose qui s'annonce, mais voilà. Je suis heureux pour le PSG, ça a mis du temps, j'aurais vu 2 Ligues des Champions en vrai, en France. C'est vrai que deux clubs français qui gagnent la Ligue des Champions, hein, moi à l'époque j'étais pas né pour l'Olympique de Marseille. Voilà, on a connu le grand Lyon qui a fait des belles épopées, mais là deux fois, heu, 2 fois un club français qui gagne la Ligue des Champions, c'est assez exceptionnel. Pour les frérots aussi qui ont vu, 2 coupes du monde de l'équipe de France, voilà, peut-être pas tout le monde a vu, cette fameuse finale de 98. Donc pourquoi pas cette année aussi. On était sur donc les compos, la compo de Paris, c'est fait, la compo d'Arsenal, bon, euh, c'était pas du tout prévisible, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Euh, David Raya dans les cages, ça c'est plutôt du classique. Saliba Gabriel aussi. Mosquera, évidemment, vu que euh, Jurgen Timber était encore peut-être un peu blessé et Ben White est absent. Enfin, Jurgen Timber qui revenait de blessure plutôt. Incapié plutôt que Calafiori, là j'étais plutôt d'accord. Au milieu de terrain, Declan Rice, Miles Lewis Kelly, on avait vu ça déjà précédemment. Je pensais pas qu'il allait le refaire en finale, Mikel Arteta. Je pensais vraiment qu'il allait mettre un Zumi Benji ou Martin Odegaard et mettre un Eberechi Eze titulaire plus haut. Là, pas du tout. C'était plutôt Declan Rice, Lewis Kelly et Martin Odegaard haut sur le terrain. Et après l'attaque, Bukayo Saka, voilà, qui s'est sacrifié pour le collectif, qui a fait un match défensif correct, on va dire, mais on va dire qu'offensivement, il a été assez absent. Leandro Trossard aussi, qui a bien été muselé, même s'il était un peu plus dangereux. Et après, Kai Havertz qui marque ce premier but à la 6e minute, qui était titulaire, moi aussi, je ne m'attendais pas. Est-ce que vous vous attendiez à Kai Havertz titulaire? Moi, je m'attendais plutôt à un Victor Gyökeres, hein, pour peser sur la défense du Paris Saint-Germain. Au final, il est rentré à la 66e minute. Hem, voilà pour cette compo. Hem, sur genre, j'ai pas connu 93, j'étais trop jeune, même si j'ai connu les années 90 du foot. Voilà, bon, moi, je suis né un peu plus tard, donc c'est vrai que j'ai pas connu 93. Hem voilà, sur les stats de ce match. Donc voilà, quand même une domination du Paris Saint-Germain, hein, qui a eu beaucoup de ballons. Je crois qu'ils avaient 78%, à la mi-temps, voilà 77. Sur le match au complet, c'est 75%, pour le Paris Saint-Germain, prolongation comprise. 1,73 XG, 0,50 pour Arsenal. Voilà, quand on disait qu'Arsenal n'a pas voulu faire le jeu, heu, on le voit dans les stats. 21 tirs, 4 cadrés. Pour le Paris Saint-Germain, 7 tirs, un seul cadré pour Arsenal et ça a dû être le but de Kai Havertz. Au niveau des occasions, 3 grosses occasions pour le Paris Saint-Germain sur le match au complet, une seule pour Arsenal. Là aussi, ça devait être le but. 11 corners. Au final, le FC Corner était plutôt côté Paris Saint-Germain. 3 pour Arsenal. Au niveau des passes, on voit 91% avec un total de 887 passes pour les Parisiens. Là, alors que côté Arsenal, c'était seulement 69% et 285 passes au total dans ce match pour Arsenal. 4 cartons jaunes, hein. Donc Arsenal aussi qui a gagné beaucoup de temps, qui a fait beaucoup de fautes, hein, mais fallait totalement s'y attendre cette forme de match, hein, surtout, comme on disait, avec ce scénario. 3 rejets de la part d'Arsenal. Hem, 3 arrêts de la part de David Raya, aucun de la part de Safonov quand même, c'est à retenir. Mais voilà, il a été plutôt, j'ai pas le souvenir en plus, je crois qu'il a pas arrêté de pénalty, hein. Les deux joueurs d'Arsenal ont raté leur pénalty. Donc voilà, sur le match, le déroulé, 6e minute, Kai Havertz, bon sur une passe décisive de Leandro Trossard, mais c'est plutôt Kai Havertz qui fait un peu le travail, qui vient loger ce tir juste en dessous de la barre, il me semble, hein, dans un angle assez fermé. Donc voilà, comme on disait, pire scénario possible parce que dans cette première mi-temps, ben, voilà, on voit pas de gros faits marquants, il n'y a pas de carton, il n'y a rien, il se passe pas grand-chose. Et c'est en deuxième,
Voilà, ça se délite un peu. On a vu les Parisiens discuter au milieu en rond juste avant la reprise. Hem, voilà, ils se sont focus, sans paniquer évidemment, mais toujours en restant concentrés et on voit, que ça a poussé pas mal d'actions, surtout côté gauche, hein, côté Kvaratskhelia, Nuno Mendes et c'est de là que vient ce penalty, une faute sur Kvaratskhelia. Alors j'ai plus le joueur qui fait la faute, je crois que c'est Saliba peut-être? Qui fait faute dans la surface, ou Mosquera, je sais plus exactement. Et voilà, Ousmane Dembélé qui vient conclure ce penalty, sachant que le Paris Saint-Germain, sur les penaltys, je crois que les stats, elles étaient pas folles avant le match, hein, c'était du 8 sur 14, donc c'est pas fou non plus. Et après, voilà, les changements de Mikel Arteta, peut-être qui s'est dit qu'il allait essayer de faire quelque chose de ce match. Pas du tout au final, hein. Youri Timber qui rentre à la place de Mosquera, Gyökeres à la place d'Odegaard, Martinelli à la place de Trossard. Il a senti que le Paris Saint-Germain pouvait marquer ce deuxième but lors de ce match, donc il fait rentrer quand même des attaquants. Martinelli à la place de Trossard et Noni Madueke à la place de Bukayo Saka. Luis Enrique qui attend vraiment tout au long de ce match, hein, pour faire rentrer, hein. Il fait seulement 2 changements au bout des 90 minutes, donc c'est-à-dire Bradley Barcola à la place de Kvaratskhelia, hein, qui avait vraiment ce gros bandage sur le la jambe, pardon, et Gonzalo Ramos à la place de Ousmane Dembélé. Là aussi, on s'est inquiété, hein, Ousmane Dembélé qui voulait pas sortir, pas se mettre à terre, hein, parce que c'était la dernière possession, pardon, du Paris Saint-Germain sur le match, et donc qui a attendu, qui a retardé au plus tard sa sortie pour garder le ballon dans les pieds des Parisiens. Pour Ousmane Dembélé, c'est encore bien joué tactiquement, hein. Ça reste des détails, mais c'est des détails bien vus de la part des Parisiens. Donc c'est Gonzalo Ramos qui va le remplacer. À l'aube de cette prolongation, Zubimendi qui rentre à la place de Lewis Kelly, Eberici Eze à la place de Kai Havertz. 95e, c'est Warren Zaïre-Emery à la place de Fabien Ruiz, hein. Fabien Ruiz qui a vraiment qui a fait un bon match. Et après, voilà, pas mal de cartons jaunes. Encore une fois, Arsenal qui va chercher leur penalty. Gyökeres, hein, Gyökeres qui prend jaune, Declan Rice qui prend jaune. Mikel Arteta qui prend jaune aussi. L'entrée de Zabarni à la place de Marquinhos, l'entrée de Beraldo à la place de Vitinha. Franchement, les deux joueurs, je ne pensais pas les voir sur le terrain pour cette finale de Ligue des Champions. Et enfin, les pénaltys qui arrivent. Voilà, Gonzalo Ramos qui tire son premier penalty, qui le marque. Gyökeres qui tire son penalty, qui le marque. Désiré Doué qui marque le deuxième. Et c'est Eberici Eze, assez étonnant, qui vient rater le deuxième penalty pour Arsenal. Nuno Mendes va manquer le troisième. Alors, je crois que sur le penalty de Nuno Mendes, c'est Raya qui l'arrête, si je dis pas de bêtises, ou peut-être qu'il tire au-dessus. Je sais plus exactement, faudrait que je la remate. Declan Rice qui va marquer, Hakimi qui va marquer, Martinelli qui marque, Lucas Beraldo qui marque le cinquième, et là, le penalty décisif, le cinquième, c'est Gabriel qui va tirer le cinquième penalty. Assez étonnant quand même sur les tireurs de penalty Arsenal que ce soit Gabriel qui tire le cinquième. Voilà, encore un choix arrêt de Raya. Merci à Gaëtan, j'avais pas vu qu'il était présent sur le live, mon frérot. J'espère que tu vas bien. Et donc, Gabriel qui rate son penalty et victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, la deuxième pour les Parisiens, assez historique hein, quand même, hein. Le back-to-back, hein, comme on a vu sur les t-shirts. Donc Warren Zaïre-Emery pas titulaire, c'est une bavure. Bah, c'est vrai que on avait déjà vu le commentaire en preview de la finale quand on avait fait le live vendredi. Je sais plus qui nous avait dit ça, mais que Warren Zaïre-Emery qui soit pas titulaire, ça serait une bavure. Eh ben, fallait s'y attendre, hein. Moi, alors dire que je suis d'accord avec Luis Enrique, pas forcément, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'ils mettent Fabian Ruiz. Au final, il a pas été, on n'a pas été déçus de Fabian Ruiz non plus, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'avec la saison qu'a fait Warren Zaïre-Emery de jouer à droite, à gauche, euh, beaucoup de matchs, je crois que c'est le joueur le plus utilisé par le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Qu'il soit sur le banc, ça a été dommage. Après, sur les prestations individuelles, on voit Désiré Doué qui est la meilleure note sur ce match, donc de Flashcore. Après, Flashcore, il se base vraiment sur vraiment que de la stat, donc on voit 3 tirs pour Désiré Doué, 1 sur 4 au dribble réussi, 4 passes clés quand même, pour le jeune attaquant qui avait fait une finale exceptionnelle l'année dernière. Cette année, je trouve qu'il fait une bonne finale aussi. Voilà, sur ses duels remportés 5 sur 14. Heu, il commet 4 fautes. Voilà, 6 récupérations.
Non, frérot, ça va pas. Les gens me débectent des grandes célébrations dans toutes les villes de France pour le PSG. Bon, après, c'est quand même historique. C'est un club français qui gagne 2 fois la Ligue des Champions. Voilà. J'imagine qu'à Marseille, ça n'a pas forcément célébré. Bon, à Nice, j'ai pas entendu forcément de célébration pour le Paris Saint-Germain. Peut-être un ou deux coups de klaxon. Mais voilà. Euh, et c'est quand même historique pour un club français. Je trouve ça bien. Euh, Après, c'est vrai qu'à Bordeaux, en ce moment, le club phare n'est pas en forme. Donc, du coup, il faut bien se, faut, faut bien aller trouver un autre club à supporter. Euh, Ousmane Dembélé, c'est pas historique vu les moyens mis. Bah, quand on voit les moyens des clubs anglais bah, comme un club comme Arsenal, hein, qui a mis des millions et des millions, au final, bon, ouais, je fais un peu le malin, je peux maintenant que Nice est, est maintenu en Ligue 1, j'aurais peut-être pas fait la vanne s'il y avait eu un autre scénario bah, vendredi soir. Non, mais c'est pour rigoler, hein, pas d'embrouille les potes. Euh, voilà, 4 tirs pour Ousmane Dembélé aussi sur les stats. Donc voilà, plutôt des bonnes stats au niveau de la passe. Voilà, 7 passes réussies dans la surface sur 18, c'est quand même plutôt malin. Plutôt bon, pardon. 3 passes entre les lignes. Tout. Donc voilà, au niveau des duels 1 sur 2, c'est pas énorme, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, je sais pas si vous voulez voir les stats d'un joueur en particulier. Mais en tout cas, sur cette finale de Ligue des Champions, c'était plutôt pas mal. On va aller sur cette revue de presse concernant le Paris Saint-Germain. Voilà, le débrief tactique de PSG Arsenal. Pourquoi la finale de Ligue des Champions a été si compliquée pour les Parisiens? Les Parisiens ont vécu une finale de Ligue des Champions éprouvante samedi face à Arsenal qui a offert une approche très restrictive et défensive, non sans efficacité. Voici ce qui a rendu cette finale si dure pour le PSG, sorti victorieux du Bourbier. C'est un article de Dan Perez, donc vraiment les débriefs tactiques. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires par rapport à ce match, hein, n'hésitez pas dans le chat à en discuter si vous n'êtes pas d'accord sur les articles, sur les avis aussi. N'hésitez pas que ça soit sur TikTok ou Twitch. 1 an après le festival face à l'Inter, le PSG a vécu une finale de Ligue des Champions complètement différente samedi soir contre Arsenal, tant dans le scénario que sur le plan tactique. Mais il en est sorti vainqueur au terme de la séance de tir au but. On essaie ici d'éviter le plus souvent les jugements esthétiques. Ceci étant, ce qu'a proposé Arsenal lors de cette finale nous oblige à remiser ces principes au placard. On n'avait pas vu d'intention aussi restrictive depuis quelques décennies à ce stade de la compétition, d'équipe dégageant autant de laideur dans sa façon de jouer au football. Les Gunners s'en moquent et ils ont sans doute raison, pardon. Les joueurs de Mikel Arteta sont passés tout près de remporter la première Ligue des Champions de leur histoire. Les débats sur le style viennent plus facilement lorsque l'armoire à trophées est déjà remplie. Mais il vous rattrape si la victoire n'est pas au bout, car on ne parle pas ici d'une équipe de contre-attaque qui évoluerait en bloc bas pour mieux exploiter les espaces dans le dos de son adversaire. On parle ici d'une formation qui prend plusieurs dizaines de secondes avant de jouer la moindre phase arrêtée, qui considère chaque ballon en touche au coup franc à 60 mètres du but comme une manière parfois la seule d'arriver dans la surface adverse et qui envisageait sans souci de passer les 85 minutes suivant son ouverture du score précoce, replié à 11 près de sa surface. Bon, ça c'est ce qu'on avait dit, hein, c'était sûr. Cette approche tactique la rend d'ailleurs redoutable et on s'est longtemps demandé comment le PSG parviendrait à percer ce bloc de béton car l'exécution des intentions défensives londoniennes était quasi parfaite. Voilà, c'est ce qu'on a dit aussi, hein, plutôt d'accord. L'équipe d'Arsenal, niveau défensif, c'est quand même assez solide. C'est un style de jeu pas forcément kiffant, mais faut reconnaître que c'est plutôt extrêmement fort. La zone infernale d'Arsenal. Attardons-nous sur le bloc défensif d'Arsenal. La notion de bloc reprend du sens car les Gunners pratiquent davantage le marquage de zone que le PSG qui lui ne trouve cette approche qu'en bloc bas. Première conséquence, les permutations parisiennes avec ballon désorganisent moins d'adversaires. L'adversaire, pardon. Organisé en 4-4-2 sur la première relance du PSG, Arsenal rendait impossible les passes à l'intérieur de sa boîte de 6 joueurs. Odegaard, Havertz, Saka, Trossard, Rice et Lewis Kelly. Odegaard adverse, Saka, Trossard, Rice, Lewandowski, d'accord? Premier point, Paris n'a pas réussi à toucher un partenaire décroché dans l'axe pour renverser à l'opposé. Donc, on voit cette ligne, bah là, c'est une ligne de 3, c'est pas forcément une ligne de 4. Donc, on voit Saka, Odegaard, Trossard, non, pas Trossard, Havertz, et sur la deuxième ligne, Trossard, Lewis Kelly et Declan Rice, hein, c'est vraiment
sur les premières minutes de ce match, hein, donc c'était dès la 17e. Deuxième point, encore plus gênant, les latéraux d'Arsenal sortaient extrêmement vite dès que le PSG jouait sur l'excentré. Il s'agit là du circuit le plus utilisé par les Parisiens et la meilleure défense du continent l'avait bien identifié. Pendant que le latéral sortait, le milieu de côté, Trossard ou Saka se repliaient plus à l'intérieur. Le but empêchait Paris de réaliser ses enchaînements en une touche pour avancer et obliger le porteur à revenir vers l'arrière. C'est vrai que ça, on l'a beaucoup vu, c'est-à-dire Ikapié sortir extrêmement vite sur Achraf Hakimi ou sur les attaquants qui décrochaient et après, voilà, Trossard qui venait bloquer l'intérieur du terrain. Là, on voit sur la photo, hein, pour ceux qui sont sur Twitch, Ousmane Dembélé qui est bien cadré par Hincapié, pardon. Arsenal remplissait les trous avant qu'il ne s'ouvre sur l'attaque le placé. La force du PSG est d'étirer la défense adverse pour ouvrir des espaces entre les défenseurs et plonger avec des appels verticaux. En position de bloc bas, Arsenal l'en a empêché. On retiendra ces ingrédients. Recul des milieux défensifs, donc Rice et Lewis Kelly, dans la ligne défensive dès que le ballon arrive sur un excentré. Implication maximale des offensifs pour se replier afin d'empêcher un retour intérieur du PSG. Donc voilà comment expliquer la prestation catastrophique, hein, enfin catastrophique. La prestation assez douteuse de Bukayo Saka, c'est qu'il n'avait pas le choix de défendre avec tout le bloc d'Arsenal. On le voit juste là, Bukayo Saka, hein, qui est très très bas sur le terrain. On voit Declan Rice sur la ligne de défense, donc vraiment une espèce de ligne défensive à 6 quasiment. On voit Rice, Lewis Kelly, même Trossard qui est proche des défenseurs. Bukayo Saka aussi très 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 bas. Et les deux attaquants, donc c'était Trossard et Odegaard pour bloquer cette équipe du Paris Saint-Germain. Le premier point permettait de compenser les déplacements des défenseurs. Donc c'était le premier point, le recul des milieux défensifs. En allant défendre vers le côté, ceux-ci peuvent créer de la distance entre eux. C'est ce que cherche Paris pour anticiper ces trous. Rice ou Lewis Kelly venaient les boucher en amont. Le second point illustre l'aspect ultra défensif des Gunners qui offrait une densité énorme des joueurs dans les 30 derniers mètres et supprimait la possibilité de duel 1 contre 1 pour les habiles offensifs parisiens. Notons aussi que les qualités athlétiques et de lecture défensive exceptionnelles des joueurs d'Arteta ont donné encore plus d'efficacité au plan macro-tactique. Le penalty obtenu sur une rare situation tactique différente. Le penalty obtenu par Vicha Kvaratskhelia, 62e, transformé par Ousmane Dembélé, est intervenu sur une situation exceptionnellement différente de celle décrite plus haut. En effet, on jouait le deuxième temps d'un corner offensif. Les trois attaquants du PSG sont du même côté, donc plutôt proches. Arsenal n'a pas encore reformé sa densité, donc William Saliba est à gauche, loin de l'action. Pierrot Capier dans l'axe et Declan Rice est excentré. Donc on voit déjà un bloc un peu moins compact, hein, les attaquants ont du mal à se replacer. On voit du même côté les trois offensifs parisiens, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué, et tout ce côté droit laissé à Achraf Hakimi. C'est l'une des rares fois où les attaquants parisiens pouvaient faire parler leur talent sans affronter des prises à 2 ou 3. Gvara et le Ballon d'Or n'ont pas manqué l'occasion. Servi par Désiré Doué, le Géorgien a initié un superbe 1-2 avec Dembélé avant de provoquer la faute de Christian Mosquera. Donc c'est la faute de Christian Mosquera grâce à un jeu de corps qui a déjà fait des dégâts à tous les tours précédents. Paris résiste à toutes les configurations. Peu de formations ont été aussi dures à manœuvrer qu'Arsenal. La bande d'Arteta est l'une des meilleures équipes défensives du 21e siècle. Sa limite a sans doute été qu'elle le soit avec des joueurs très défensifs ou restreints et non des grands talents qu'elle aurait accoutumés au travail de repli. Cela lui coûte au moment de créer des choses avec le ballon et cela joue forcément dans la trace visuelle de laideur qu'elle laisse. Ah ouais, carrément. Le PSG n'a pas tout bien fait sur le plan offensif samedi, mais il a encore brillé à la perte du ballon. João Neves a été immense dans ce registre, comme toujours. C'est surtout lui qui a empêché les Gunners de sortir la tête de l'eau. Les rares fois où leurs en prenaient l'envie, Arsenal était consentant pour vivre une attaque-défense, mais aurait sans doute aimé prendre quelques respirations en dehors des phases arrêtées. L'équipe de Luis Enrique l'en a privé. Elle termine d'ailleurs sa campagne en éliminant les deux favoris de la compétition, le Bayern Munich, puis Arsenal, respectivement deuxième et premier de la phase de ligue. Après 3 matchs de très haut niveau et autant de configurations différentes, la demi-finale allait comme match de boxe où les coups pleuvaient sur un rythme effréné, la demi-finale retour avec de longues séquences à subir près de sa surface, la finale avec l'essentiel du match passé à attaquer un bloc bas. Le double champion d'Europe s'accommode de tout. C'est plutôt clair. On verra juste après les mots de Luis Enrique quand même, hein.
ce back-to-back est incroyable. On les a juste là, donc on va les Je mettre. voudrais souligner ça. Pense une finale de très haut niveau contre l'un des plus difficiles adversaires, spécialement s'il marque les premiers buts dans une action dans les premières 10 minutes. Ça a été le plan parfait pour eux. Et pour nous, a été compliqué, spécialement les premiers mi-temps. On n'a pas trouvé les espaces. Ça a été très difficile. Je pense qu'on a amélioré un petit peu les deuxièmes mi-temps, mais comme tu fasses une équipe comme Arsenal qui défend on bloc bas parfaitement, ils sont très forts physiquement et techniquement, c'est difficile de surmonter. On a pu faire les matchs nuls et après, je pense qu'on a eu des chances pour gagner les matchs, mais à la fin, c'était back-to-back, a été incroyable, a été très dur, mais on est très content, très fiers de nos supporters, très fiers de tout le monde qui supporte l'équipe, de les clubs. Et ben, on est très content et c'est le moment de faire la fête. C'est clair que des objectifs à préparer, on a le temps. C'est le moment de les vacances, d'arriver à l'été. L'année dernière, on avait marqué l'histoire, mais on avait joué les mondial de clubs et ça a été très difficile et très dur. Dans ce moment, la majorité des joueurs ils vont aller avec l'air national et c'est une compétition de très haut niveau, mais pour nous en tant que staff, excusez-moi, on va profiter cet été. Clairement, il y aura des moments pour parler de les back-to-back, a dit Luis Campos, et on est content d'avoir des objectifs à la hauteur de nos supporters, à la hauteur de cette club et à la hauteur de la ville. Donc voilà, back-to-back-to-back. Prochain objectif pour le Paris Saint-Germain. Déjà, comme a dit Luis Enrique, ils vont profiter de leurs vacances. Alors, pas pour tout le monde, hein, il va avoir la Coupe du Monde, hein, pour pas mal d'internationaux du Paris Saint-Germain. Donc là aussi, encore des vacances assez courtes pour cette équipe de Paris, pas encore par rapport à la saison dernière, hein. La saison dernière, on se souvient, comme l'a dit Luis Enrique, la Coupe du Monde des clubs, une préparation assez tronquée, plus la Super Coupe d'Europe, tout ça. Donc ça a été une saison assez longue pour les Parisiens, mais encore une fois, ils ont su faire le travail. Pour toi, Arsenal était plus frais que le PSG sur la préparation avant la finale. Bah non. Non, pour le coup, Arsenal avait encore joué en Première Ligue, avait encore 2 matchs de Première Ligue alors que le Paris Saint-Germain était déjà en vacances. Ils ont pu reposer et soigner, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Donc non, je pense que la préparation enfin, le PSG était plus frais que cette équipe, d'Arsenal. Même s'ils ont eu une très longue saison, Arsenal, voilà, la Première Ligue, leur saison qui a été longue, qu'est-ce qu'il y a eu aussi pour Arsenal? Bah, ils ont eu 2 coupes, hem, à jouer, même s'il y en a une où ils ont été éliminés assez tôt, plus la Ligue des Champions qui a été assez longue, même si eux n'ont pas fait les barrages. Voilà, je pense que niveau fraîcheur, les 2 équipes étaient plutôt, dans dans la même physionomie, mais c'est vrai que ils ont quand même joué 2 matchs, alors que le Paris Saint-Germain, là, était en train de se reposer. Voilà. Hem, on va aller sur un autre article de notre revue de presse. Tout. Peut-être sur Luis Enrique. Alors là, même mené, les Parisiens ne m'ont jamais paniqué. Les secrets de la finale du PSG. Heu, est-ce qu'on lit cet article? J'ai l'impression qu'on va pas apprendre grand-chose. Voilà. Ah bah voilà, on parlait de la préparation, 13 jours préparés au millimètre, donc on va peut-être se faire cet article quand même. Même mené, les Parisiens n'ont jamais paniqué les secrets de la finale du PSG. Donc c'est un article d'Emery Ten qui est journaliste pour l'équipe évidemment, de la préparation de la finale face à Arsenal, au calme de Luis Enrique à la mi-temps lorsque le PSG était mené, plongé dans les coulisses du nouveau sacre parisien. Dans le vestiaire parisien samedi soir, les cris de joie ont résonné longtemps après la victoire contre Arsenal. Mais au-delà de la portée historique et de l'explosion de bonheur qui a suivi ce nouveau sacre européen, un sentiment dominait chez plusieurs membres du staff, celui d'avoir accompli quelque chose d'encore plus difficile que la saison précédente. Parce que ce PSG-là est arrivé au bout d'un exercice semé d'embûches, une saison à rallonge héritée de l'année passée, une préparation estivale tronquée, des blessures à répétition, et une gestion physique devenue un casse-tête permanent. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts, souffle un proche du groupe, et ça dit aussi beaucoup du mental incroyable de cette équipe. Une mi-temps sans panique.
C'est un match où avant même d'aller, t'échauffer, tu transpires déjà tes kryptons en interne à cause de l'excitation. Il ne faut pas trop se fatiguer, ne pas perdre d'énergie. On avait tous conscience de la portée de cette finale. Mener rapidement, les Parisiens auraient pu vaciller. Ils ne l'ont jamais fait. Dans le vestiaire, à la pause, aucun signe d'affolement. Les joueurs échangent calmement. Le message circule, ça va tourner. Il faut continuer. Si on marque un but, on va gagner. Le match ressemble exactement à ce qui avait été préparé durant les 2 semaines précédentes. Chacun sait ce qu'il doit faire, comment répondre aux défis proposés par Arsenal et où se trouvent les espaces à exploiter. Luis Enrique ne hausse jamais le ton, l'Espagnol reste fidèle à lui-même. Il demande à son équipe de ne pas dévier de ses principes, de conserver le ballon, de rester dominante et patiente. Les opportunités finiront par arriver. Et même si la rencontre devrait se prolonger jusqu'au tir au but, il affiche une confiance totale. Il a été d'un calme extraordinaire, résume un témoin de la scène. 13 jours préparés au millimètre dans la construction de ce nouveau triomphe. Les 13 jours séparent la fin du championnat de cette finale ont sans doute constitué l'un des facteurs décisifs. Le staff a travaillé sur tous les paramètres, charge physique, récupération, travail tactique, mais aussi fraîcheur mentale. Deux périodes, de 2 jours, 2 périodes de 2 jours de repos ont été accordées aux joueurs. Un choix assumé, l'idée n'était pas de multiplier les réunions vidéo ou de noyer l'effectif sous une avalanche d'informations. Au contraire, on leur a donné les vraies informations, explique-t-on. Au club, une synthèse claire, quand il y en a trop, ça donne mal à la tête. Les Parisiens sont arrivés à la finale avec un plan limpide, les mécanismes de principe, les comportements à adopter sur coup de pied arrêté, les réponses face à l'attitude défensive des Londoniens. Arsenal a proposé le scénario attendu, un bloc très compact, un rythme haché, des fautes pour casser les séquences et de longues phases défensives. Rien qui n'ait surpris le PSG, en dehors de l'ouverture du score concédée très tôt. Mentalement, on était préparé à tout ça, assure un membre du staff. Sur le but, on n'a pas bien joué le coup à 1-0. La vérité, c'est que c'est un jeu très émotionnel. On se demande est-ce qu'on va réussir à contrôler le match. Et petit à petit, on s'aperçoit que oui, on a le ballon et on est en contrôle. Depuis 3 ans, le staff travaille précisément sur ces situations où l'adversaire refuse le jeu et défend très bas. On sait très bien que contre ce type de bloc, on est patient et on y arrive. Une conviction ancrée dans la culture collective du groupe, même face à Arsenal, la meilleure équipe du monde dans ce registre, dit-on au club. On a aussi compris qu'on n'allait pas être obligé à déployer une grande intensité comme face au Bayern, avec des allers-retours incessants sur le terrain. Campos annonce déjà la suite. Paradoxalement, plusieurs joueurs sont pourtant allés au bout d'eux-mêmes. Nuno Mendes a terminé sur les rotules. Les crampes ont eu raison d'Ousmane Dembélé et Vitinha, remplacés par Gonzalo Ramos et Lucas Beraldo. Un reflet de notre saison, dit-on au PSG, où composer avec des organismes fragilisés est devenu une signature et un possible handicap en vue de la séance de tir au but. Pas du tout. L'attaquant portugais et le Brésilien se sont a priori forgé une solide réputation à l'entraînement. On, était très, on a été très tranquille, raconte un membre du club. On savait qu'on avait les meilleurs tireurs. Le bonheur au coup de sifflet final a été total, avec des chants qui se sont prolongés tout au long de l'année au milieu de la liesse. Luis Campo a repris son rôle habituel dans le vestiaire. Pas question de s'endormir sur ce succès historique. Le conseiller sportif parisien s'est chargé de rappeler immédiatement le niveau d'exigence du club. Son message est simple, back to back, back to back, back to back. Autrement dit, gagner encore. Le PSG savoure son sacre européen, mais en interne, l'idée est déjà installée. Le rendez-vous est pris au stade Metropolitano de Madrid où se tiendra la finale de Ligue des Champions l'an prochain. Donc voilà, c'est plutôt pas mal les secrets de ce Paris Saint-Germain. On les connaissait quand même, mais même si on connaît les secrets de cette équipe, euh, comment les arrêter, effectivement? À part leur enlever certains joueurs, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de réponse encore. On verra hein, sur ce mercato, est-ce que certains joueurs vont quitter le club, hein. Il y avait déjà quelques rumeurs cet hiver. Mais voilà, avec une deuxième Ligue des Champions d'affilée, est-ce que les joueurs vont vraiment partir ou vont essayer d'aller décrocher et d'égaliser le Real quand même sur cette Ligue des Champions. Imperturbable dans la tempête, enfin, sur cette Ligue des Champions, bah, évidemment, ça ne sera pas les 15 Ligues des Champions du Real, mais les, euh, les 3 d'affilée, hein, c'est vraiment la stat que je voulais retirer. Imperturbable dans la tempête, puis joyeux comme un gamin, Luis Enrique a encore montré le chemin jusqu'au triomphe et entre un peu plus dans la légende. Avec un scénario et des manières plus laborieuses qu'à Munich, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a encore été le premier moteur d'un doublé européen historique, une fois de plus.
Un article de José Barroso. Il y a un an, le premier sac du PSG en Ligue des Champions portait déjà sa patte et Luis Enrique l'avait célébré comme les autres membres du club, avec la rage et l'euphorie d'avoir enfin vaincu le signe indien, tourné le dos à une malédiction qu'il avait accepté de reprendre sur ses épaules. Pour l'Espagnol, c'était une affaire professionnelle, la preuve d'un travail bien fait, d'une mission pour laquelle on est allé le chercher en 2023 et qu'il avait accompli un peu plus vite que prévu peut-être. Samedi, cette seconde couronne arrachée dans la douleur face à Arsenal avait une autre saveur. Quand Gabriel a envoyé le dernier tir au but dans les airs, on aperçut une joie presque enfantine chez ce gamin de 56 ans. Hilar, le visage étrangement serein, loin des enjeux et des tensions, on l'a surpris à esquiser. Des pas de danse, bras dessus, bras dessous, avec ses adjoints, s'adonner à une drôle de sarabande avec Luis Campos avant de revenir sur le virage parisien pour communier longuement avec ses joueurs et les supporters. Ces joueurs viennent le chercher pour le mettre au premier rang sur les photos. C'était le moment de profiter de partager tout simplement, au point d'aller parlementer avec la sécurité pour faire descendre sa femme et ses enfants sur la pelouse. Un moment presque intime au milieu du tourbillon, quelque chose d'un bien-être. Euh, Le Real a fait 5 d'affilée dans les années 50. Non mais on parle de la Ligue des Champions moderne, mon ami. Euh, Évidemment que, en plus, c'était les toutes premières Coupes d'Europe, on est d'accord. Euh, mais je te parle des récentes avec Zinedine Zidane. Et avec le nom Ligue des Champions sur les histoires précédentes, on peut. C'est une autre époque quand même. Mais oui, on est plutôt d'accord sur sur ce que tu racontes. Euh, Luis Enrique n'a plus rien à prouver à Paris, sa place dans la légende du club était déjà assurée, et celui qui le délogera tout là-haut n'est sans doute pas encore né. Alors le voir encore là, remettre son crédit en jeu, mais aussi être le premier à avoir parlé de back-to-back à la reprise l'été dernier, relève d'un autre vertige. Ces joueurs ne s'y sont pas trompés. Alors qu'il s'était placé en arrière-plan sur le podium au moment de recevoir la coupe aux grandes oreilles, presque hors champ comme pour s'effacer derrière les protagonistes, ceux-ci sont venus le chercher pour le mettre au premier rang sur la photo. Hissé sur les épaules d'un intendant, le trophée au-dessus de la tête, il a reçu la pluie des confettis et des honneurs. Il avait annoncé que la soirée serait compliquée, elle l'a été, il a fait confiance aux mêmes joueurs de champ qui ont conquis la première étoile à Munich, un choc cruel peut-être pour Warren Zaïre-Emery, irréprochable cette saison, et Bradley Barcola déjà sacrifié à Munich. Aujourd'hui j'ai été très injuste avec Warren, convenait-il. Il méritait de jouer cette finale, il a accepté ma décision et a montré que c'est un vrai pro et une personne très spéciale. 11. Luis Enrique devient le 11e entraîneur à remporter la C1 deux fois d'affilée. Il rejoint Bob Paisley, Elenio Herrera, José Villalonga, Luis Carniglia, Bele Gutmann, Stefan Kovac, Detmar Kramer, Brian Klotz, Arrigo Sacchi et Zinedine Zidane, le seul à avoir gagné 3 fois de suite. Donc voilà, hein, Luis Enrique, l'objectif, hein, c'est d'être à l'égal de Zidane au moins, voire plus. Impassible pendant tout le match ou presque, en pareille circonstance, pardon, Lucho n'est pas du genre à laisser de la place aux sentiments, pas plus qu'aux émotions, lui qui répète souvent combien la gestion de celle-ci est capitale lors des grands rendez-vous, s'est adonné à un exercice de self-control toute la rencontre. Sur l'ouverture du score de Kai Havertz, sa première réaction a été d'applaudir ses joueurs pour les inviter à se remettre aussitôt en selle et repartir au combat. Les seules fois où l'on l'a vu s'exciter, c'est lorsque les Gunners cherchaient à gagner du temps. Sinon, il restait tranquille, bras croisés dans sa zone, s'évertuant à ne pas envoyer des signaux négatifs sur une frayeur causée par William Pacho, même zénitude. Message subliminal, on ne se précipite pas, on reste sur le plan prévu, on est les plus forts et on va le prouver. On a vu un Mikel Arteta avoir ce genre de signaux où il s'emportait sur la toute fin de match, hein, à la fin des 90 minutes et même pendant la prolongation, c'est pour ça qu'il prend son carton jaune. Et même un Cholo Simeone qui lui aussi avait du mal à contrôler ses émotions lors de la demi-finale contre Arsenal, et c'est peut-être ça qui a fait défaut à leurs équipes. 84%, Luis Enrique a remporté 16 des 19 finales qu'il a disputées en tant qu'entraîneur. Soit un taux de 84% avec le PSG, il s'est imposé 9 fois en 10 finales, son seul échec étant celle de la Coupe du Monde des clubs le 13 juillet 2025 face à Chelsea. Pendant la prolongation, il se laissera quand même gagner par la nervosité, venant chicaner le quatrième arbitre avant de retrouver un calme olympien à l'entame des tirs au but. Impassible sur le raté des Berichisé comme sur celui de Nuno Mendes, un coup d'œil vers le ciel sur la quatrième tentative et enfin l'explosion de joie sur le tir manqué par Gabriel. J'ai regardé la séance avec tranquillité, avec beaucoup d'envie que ça se termine. Ça a été un match très dur, très serré, soufflait-il avant de préciser sa gestion de la séance. On avait 6 vrais tireurs, ils ont choisi entre eux et on avait confiance en
Mocha, donc Safonov, on connaît sa capacité à causer des problèmes à l'adversaire. Ses choix de coaching n'ont pas été décisifs, cette finale ne laissera pas la même impression que la démonstration de Munich 5-0 contre l'Inter, mais son équipe s'est de nouveau imposée dans cet exercice de nerfs et impossible de la déconnecter de la folie, de la, f- de la déconnecter de la folle loi apportée par le maestro de Giron, cette envie de ne jamais vouloir s'arrêter de gagner. Luis Enrique en est vraiment le responsable, soufflé Vitinha, et j'espère qu'il va nous pousser encore plus. Avec cette deuxième Ligue des Champions à Paris, sa troisième avec celle glanée au Barça 2015, il continue d'écrire sa légende non seulement dans la capitale mais aussi dans le Gotha européen. Le meilleur argument pour poursuivre cette aventure alors qu'il va prolonger son contrat jusqu'en 2030 et que les deux parties peuvent continuer à rêver d'un win-win, jusque-là exceptionnel, on va profiter, il y aura un moment pour parler de back-to-back-to-back, comme a dit Luis Campos, glissé le technicien espagnol dans un dernier sourire. Luis Enrique, seul au sommet, entraîneur avec le meilleur taux de victoire en Ligue des Champions depuis la saison 92-93. Luis Enrique avec 63%, quand même, la stat est importante. Pep Guardiola 61%, Luis Van Gaal 60%, Thomas Tuchel 59%, Zinedine Zidane 58%. Zizou, il a que 58% de victoire. Après, voilà, c'est des stats à bien voir quand même. Et voilà, 63% de victoire en 79 matchs, c'est pas mal quand même. Guardiola, il a quand même 61% de victoire en 191 matchs. C'est exceptionnel. Luis Van Gaal en 95 matchs, il a 60%. Thomas Tuchel 67. Zizou. Zizou, il a pas un si gros taux pour le peu de matchs, enfin pour le nombre de matchs qu'il a. Carlo Ancelotti, 56% de victoire en 218 matchs de Ligue des Champions. C'est énorme. 56% de victoire en 102 matchs pour Jürgen Klopp. Del Bosque, 56% en 60 matchs. Rafael Benitez, 55% en 95 matchs. Et Alex Ferguson, 53% en 190 matchs de Ligue des Champions. Bon, ça place quand même le bonhomme. Merci à Rugby Raman d'avoir été là. Repasse quand tu veux. De toute façon, on te connaît, tu es un habitué. Donc, on se voit quand tu as envie. Euh, voilà, si on continue, hein, parce que ça va être quand même un gros débrief de cette finale de Ligue des Champions. Il est quasiment déjà 11 heures, donc ça fait 1 heure qu'on est sur cette finale de LDC. Donc voilà, juste l'info que Vicha Kvaratskhelia est bien le meilleur joueur de cette Ligue des Champions 2025-2026. Donc on va pas lire l'article en entier. Il a un total de 10 buts en 16 matchs. Il a marqué sur tous les matchs sauf en finale, mais des barrages jusqu'aux demi-finales, il a marqué sur tous les matchs. Donc c'est plutôt mérité pour Vicha Kvaratskhelia. Euh, voilà. On va juste finir sur... Alors, Eli Junior Kroupi, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard pour le mercato du Paris Saint-Germain, mais surtout sur le dernier article sur Luis Enrique. Et sur Safonov, ça m'intéresse d'en parler. Merci à PSG Étoile Brandon. Merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Hattrick. Si tu connais pas, on est en live tous les matins 10h midi pour discuter de l'actualité football. Donc évidemment ce matin, c'est une actu assez longue sur le Paris Saint-Germain, mais on parlera pas que de ça, on va parler de l'OGC Nice et on va parler de la Coupe du Monde qui se profile et évidemment le mercato. Donc voilà. Deuxième article sur Luis Enrique quand même, je ne me suis jamais fixé de limite. Après sa nouvelle victoire en Ligue des Champions avec le PSG, Luis Enrique vise toujours plus haut. Donc déjà entré dans l'histoire du PSG et du football mondial, le technicien espagnol de 56 ans, en passe de prolonger sans contrat jusqu'en 2030, veut pousser davantage encore ses données records. Et maintenant, Luis Enrique n'avait pas encore épousseté tous les confettis sur ses épaules samedi soir à Budapest après la victoire contre Arsenal qu'il a été interrogé sur la suite. Double vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, auteur d'un incroyable bilan de 12 trophées en 3 ans, l'entraîneur espagnol a invité à profiter du moment. Une fois n'est pas coutume, on a le temps pour préparer les prochains objectifs, a-t-il soufflé, visiblement éprouvé. C'est le moment des vacances pour le staff. Tous les regards se tournent forcément vers lui, l'acteur primordial de cette période dorée, sa prolongation de contrat déjà bouclée jusqu'en 2030, même si elle n'a pas encore été officialisée, oblige à se projeter et à s'interroger qu'espérer de plus quand on a tout raflé.
Poser cette question et méconnaître le personnage. Je ne me suis jamais fixé de limite, expliquait-il il y a 10 jours au quotidien asturien La Nueva España. Quand tu es dans le sport de haut niveau, tu veux toujours gagner, tu n'es pas rassasié parce que tu as gagné un ou deux trophées. Pardon. Regardez le Real, ils ont gagné 15 fois la Ligue des Champions et ils ne se lassent pas. À ce niveau, c'est un stimulant au quotidien, tu veux continuer à gagner. Ne comptez pas sur lui pour se reposer sur ses lauriers ou profiter de son statut d'intouchable tant qu'il sera sur un banc. Lucho ne visera rien d'autre que d'élargir un peu plus sa collection de trophées. Sa légende à Paris est acquise définitive et il a encore quelques cases à cocher, comme d'offrir au PSG le record de titres de Ligue 1 consécutifs. Alors, le record, c'est Lyon qui le détient, 7 d'affilée de 2002 à 2008. Le PSG en totalise 5 depuis 2022. Mais à vrai dire, son horizon se situe à d'autres hauteurs aujourd'hui, avec désormais 3 Ligues des Champions dans la besace, avec celle remportée au Barça en 2015, une identité de jeu reconnue par la planète football. On ne parle plus seulement de marquer l'histoire du foot français, mais de sa trace dans le Gotha du jeu, aux côtés des Rinus Michels, Johan Cruyff, Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti ou Pep Guardiola. Je pense qu'il veut entrer dans l'histoire du foot, nous confier son ami et ex-coéquipier Abelardo. Donc ça, cette interview, on l'avait lu. Être l'un des meilleurs, voire le meilleur, il veut pouvoir dire: «Voici ma trace». Il a déjà 2 Ligues des Champions, il est capable d'en gagner 4 ou 5. Cela peut être son défi. Donc cette interview, elle date d'il y a un mois. Samedi soir, au micro de Steven Gerrard sur TNT Sports, l'entraîneur du PSG a été convié à commenter la liste des techniciens multivainqueurs de la compétition. Carlo Ancelotti en tête avec 5 trophées, suivi de Bob Paisley, Zinedine Zidane, Pep Guardiola et lui-même à 3. Seulement 3, ok, on doit s'améliorer, a-t-il lâché dans un éclat de rire. Un peu plus tôt, il avait toutefois glissé: sérieux, j'essaierai d'être encore là. En finale l'an prochain, pourquoi pas. S'il parvenait à faire la passe de 3, il serait le second entraîneur à réaliser pareille prouesse en 70 ans de Coupe d'Europe, après le Zidane 2014-2016 au Real. Après la phase de conquête se présente à Lucho le défi d'étirer cette domination, un challenge sportif à la fois face à une adversité revancharde et pour son management exigeant, lui qui n'avait jamais coaché euh, plus de 3 ans dans un même club. Ah ouais. Ah, plus de 3 ans, parce qu'au Barça, je crois qu'il a fait 3 ans quand même, hein. L'un des secrets de sa longévité à Paris est d'une simplicité désarmante. Il se sent juste bien dans la ville de lumière, jouit de la confiance des dirigeants qui lui laissent une latitude totale sur la sphère technique, identité de jeu, profil de joueur, management. Il a toutes les clés en tant qu'entraîneur. Que demander de plus? Aujourd'hui, les seules raisons qui pourraient l'éloigner de son terrain de jeu préféré seraient d'ordre privé. En retraite à 60 ans ou pas, il y a 10 jours, pour la première fois, il a évoqué l'horizon de la retraite. Quand la Nueva España lui a demandé jusqu'à quel âge il s'imaginait coacher, c'est une très bonne question, je me la pose à moi-même, a-t-il avoué. Je le dis à ma femme, je ne veux pas finir en vieux crouton sur le banc, mais bon, je vois de plus en plus de vieux croutons sur les bancs. Je pense qu'au-delà de 60 ans, j'en plaisante avec mon frère Philippe, je lui dis que je dois prendre ma retraite. Avant lui, il a un an de moins que moi, 55, et il sera à la retraite à 61 ans, alors faites le calcul. OK. Relancé pour savoir s'il se voyait entraîneur au-delà de 60 ans, il a laissé toutes les options ouvertes. Non, mais je ne veux pas non plus me tirer une balle dans le pied, car on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Je n'en sais rien. Si je n'arrive pas à partir à la retraite avant mon frère, je pense que ce sera une erreur. Mais si j'ai encore l'énergie et que j'en ai envie, sait-on jamais. En 2030, il aura précisément 60 ans. Cela lui laisse assez de temps pour boucler tous ses objectifs. Donc voilà pour Luis Enrique. Dernier article sur Matvei Safonov, quand même, lui qui a glané sa place en tant que gardien numéro un du Paris Saint-Germain. L'année dernière, c'était Gianluigi Donnarumma qui a quitté le club, évidemment. En début de saison, se profilait Lucas Chevalier en tant que gardien numéro un du Paris Saint-Germain. Et au final, c'est le gardien russe qui a été indéboulonnable, hein, au final, dans cette deuxième partie de saison. Préparation, inspiration et réputation, quelle influence a eu Matvei Safonov lors de la séance de tir au but remportée par le PSG contre Arsenal? Considéré comme un spécialiste des tirs au but, le gardien du PSG Matvei Safonov n'a réalisé aucun arrêt lors de la séance victorieuse contre Arsenal. En finale de la Ligue des Champions samedi, mais divers éléments laissent à penser qu'il a eu une influence sur les frappes londoniennes ratées. Un article de Pierre-Alexandre Comte pour l'équipe. À en croire les statistiques, Matvei Safonov n'a pas beaucoup pesé sur l'issue de la finale de la Ligue des Champions. Ce dernier a soulevé le trophée en n'ayant eu à effectuer aucun arrêt du début à la fin de la rencontre. Pour autant, s'il ne faut pas réécrire l'histoire, le PSG doit en partie son sacre aux dépens d'Arsenal, à son gardien de 27 ans qui a joué un rôle non négligeable lors des tirs au but. Ce n'est pas la première fois que l'international russe aux 18 sélections se signale dans l'exercice. Il avait notamment offert à Paris le titre en Coupe intercontinentale mi-décembre en sortant 4 parades face à Flamengo. Lors d'une séance mémorable, depuis Paris a remporté une encore plus importante samedi, la 6e de rang. Une séance minutieusement préparée.
Safonov ne laisse rien au hasard au cours d'un entretien donné aux médias sport.ru, traduit par le site Culture PSG. Il avait expliqué son approche. Il y a une phase de préparation pendant laquelle vous étudiez la façon dont vos adversaires tirent les pénaltys. Pour moi, ce n'est pas de la devinette, mais un pari. Je parie sur le côté où ils vont tirer, à droite, à gauche ou au centre, et je prends ma décision en fonction de ce que je sais des tirs précédents de l'attaquant. Et le gardien de détailler les autres éléments pris en compte, les expressions faciales ou le comportement des joueurs, permettent également de déterminer la direction du tir. C'est comme les tells au poker. On observe l'angle de tir, le pied avec lequel le joueur commence à bouger, les poses qu'il fait, les regards qu'il lance, la partie du point blanc où il place le ballon. Plus que sur un entraînement spécifique, le gardien s'appuie donc surtout sur ce qu'il perçoit au moment de l'exécution, mais aussi sur l'analyse des préférences de chaque tireur. Une caméra a d'ailleurs capté les derniers instants de préparation sur le banc parisien. Avant les tirs au but, l'entraîneur des gardiens Borja Alvarez donnant d'ultimes conseils. La séance s'est ouverte sur une frappe dégroisée pleine lucarne de Gonzalo Ramos qui a donné le ton. Victor Gyökeres était lui chargé d'égaliser. Pour Arsenal, sur ses 4 pénaltys inscrits en cours de match, pour Arsenal, cette saison, le Suédois avait décidé de fermer le pied. Le Russe a donc anticipé un tir semblable en choisissant clairement son côté pari perdant. Aisé, le moment de bascule. Sans trembler, Désiré Doué a redonné l'avantage à son équipe qui a fait la course en tête. La bascule a eu lieu au niveau du quatrième tireur, le deuxième pour les Gunners, à savoir Eberici. Aisé qui semblait nerveux au moment de s'avancer vers la surface de réparation. Si la longue course d'élan de ce dernier, en réalité assez habituelle, fait de petits pas et de feintes, a beaucoup fait parler, c'est l'attitude de Safonov au moment du contact du pied sur le ballon qui est plus intéressante à observer. Pourquoi? Cette fois, le Parisien n'a donné aucune indication au frappeur, restant bas sur ses appuis sans trop bouger, une attitude difficile à adopter jusqu'au bout dans la mesure où la peur du ridicule l'emporte souvent sur le choix plus rationnel de rester au centre. Le milieu offensif anglais n'a donc pas obtenu ce qu'il cherche à chaque fois lorsqu'il s'élance. Une information pour prendre le gardien à contre-pied, la nécessité de choisir un côté au dernier moment et la pression ont fait le reste. Le Russe aidé par sa réputation. Après la rencontre, Luis Enrique a ajouté un élément d'analyse en déclarant que son gardien avait fait peur aux adversaires. Pour l'entraîneur du PSG, la réputation de son joueur a joué un rôle dans les frappes adverses ratées. Difficile de lui donner tort car si Declan Rice, qui a changé sa course d'élan par rapport à ses habitudes, et Gabriel Martinelli, un superbe tir croisé en lucarne, ont maintenu Arsenal à hauteur après le raté de Nuno Mendes. Gabriel a manqué le cadre comme aisé. Après une nouvelle série de petits pas, l'ancien Lillois a choisi de croiser sans regarder le départ de Safonov, parti cette fois du bon côté, probablement habité par la nécessité de placer le ballon hors de portée d'un spécialiste de l'exercice. Le défenseur d'Arsenal a visé la lucarne, mais il a trouvé les tribunes de la Puskás Arena, mettant un terme au suspense. La question s'était légitimement posée après le départ de Gianluigi Donnarumma. Paris pouvait-il gagner la Ligue des Champions sans un gardien de top niveau sur sa ligne? À l'aise lors des tirs au but, la réponse a été trouvée en cours de saison. Bah, voilà, en tout cas, voilà, comment comprendre, peut-être les ratés des joueurs d'Arsenal. Avait-il peur de Matvei Safonov? C'est vrai que ça peut rentrer dans la tête d'un joueur, hein, quand on voit qu'un gardien aussi fort au penalty, hein, il avait vraiment cette réputation d'être très bon au penalty. Donc ça a sûrement joué, sachant que Gabriel est défenseur, c'est pas le plus grand tireur de penalty. Choix aussi assez étonnant quand même de la part des hommes de Mikel Arteta, ou est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Et pourquoi est-ce que c'est Gabriel qui a tiré ce cinquième tir au but? Voilà. On a beaucoup parlé du PSG, on a quand même un petit article sur Arsenal. 375 millions d'euros cumulés grâce à son titre en Première Ligue et sa finale perdue de Ligue des Champions, les gros moyens d'Arsenal pour soigner une grosse désillusion. Alors là, c'est la finale, non, c'est pas la finale, c'est Arsenal qui est célébré par ses fans dans les rues de Londres. Alors je vais juste checker ce que ça donne la vidéo, si c'est vraiment intéressant ou non. Et voilà, ils sortent avec la Première Ligue dans un tourbus. Ils ont un peu la tête ailleurs, hein, les joueurs d'Arsenal. Mais voilà, bon, on va voir, hein, ils défilent dans les rues de Londres, donc c'est plutôt beau. Mais voilà, 107 Ligue des Champions. Voilà, ils n'ont pas forcément des méga sourires quand même. Euh, ouais, et ça peut se comprendre. Donc, après avoir fêté le titre de champion d'Angleterre ce dimanche dans les rues d'Islington, les Gunners vont réfléchir à la manière de battre le PSG s'ils sont menés à le retrouver la saison prochaine en Ligue des Champions.
avec des moyens importants pour tenter de se renforcer cet été sur le marché des transferts. Un article de Vincent Duluc pour l'équipe. N'hésitez pas, je vois qu'on est pas mal hein, sur le live TikTok et Twitch. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des affirmations, à les donner dans le chat, hein. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc venez discuter tous ensemble. Cela aurait été des scènes de joie, cela aurait pu être des scènes de liesse célébrées par plusieurs dizaines de milliers de supporters. Les joueurs et le staff d'Arsenal ont défilé dans les rues d'Islington, leur quartier historique. Ce dimanche après-midi pour fêter le premier titre de champion d'Angleterre depuis 2004. La première victoire en Ligue des Champions attendra après une défaite en finale au tir au but qui laissera une trace différente à l'extérieur et à l'intérieur du club. À l'extérieur, les Gunners ont presque mérité leur malheur pour avoir à ce point refusé le jeu et avoir eu pour seul plan de défendre leur but de la 6e minute, signé Kai Havertz. Arsenal défend remarquablement avec son bloc bas ou médian, mais c'était bien la peine de dépenser près de 300 millions d'euros l'été dernier et de voir Martin Odegaard toucher seulement 11 ballons pour distribuer le jeu. Alors entre les articles tactiques qu'on a lus dès le début et celui-là, c'est quand même des articles un peu à charge de la part de l'équipe. Je suis pas sûr que ça soit leur rôle non plus. Bon, nous aussi, hein, en tant que journaliste observateur, on essaye de donner notre avis. Mais c'est vrai que des fois, ça paraît plus dur quand on lit les articles et que c'est un peu, comment dire, subjectif l'avis qui est écrit. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Un Marcato pour s'en reprocher de Paris. Les Gunners ont cédé sur un penalty arraché par Kvaratskhelia, alors qu'ils n'en avaient pas concédé un seul. En première ligue cette saison, mais le plus grand club à n'avoir jamais remporté la Ligue des Champions, ainsi que continue de le définir l'Angleterre sans que l'on sache la part du compliment et celle de la vacherie tente d'aller au-delà des critiques pour vouloir valoriser sa démarche. Revenir en Ligue des Champions en 2023 seulement en demi-finaliste la saison dernière, l'Arsenal de Mikel Arteta souhaite appliquer à la C1 sa démarche en Première Ligue, deuxième d'abord, champion ensuite. Il y a un an après la demi-finale perdue face au PSG, déjà, Arteta avait pointé le manque de profondeur du banc par rapport aux Parisiens. De fait, 5 de ses remplaçants d'alors, qui lui apparaissaient comme des recours insuffisants, Neto, Tierney, Zinchenko, Jorginho et Sterling, étaient partis pendant l'été. Cette fois, alors que le titre en Première Ligue va rapporter 230 millions d'euros au club et la finale de C1 près de 145 millions d'euros, l'entraîneur des Gunners va se rapprocher de Paris sur un autre manque à ses yeux, la capacité à faire des différences par rapport à des actions individuelles. En gros, il rêve d'un autre Kvaratskhelia. Il faudra juste que le grand jour venu, son équipe ait envie d'attaquer. Donc voilà comment essayer de comprendre hein, le choix de pas jouer au football à ce point de la part d'Arsenal. On a très peu de réponses. Hein, voilà, on le voit souvent dans les articles. N'a pas du tout voulu. Arsenal n'a pas du tout voulu jouer au football. Merci à Dembumba pour le follow sur le live. Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Hattrick. Ça fait plaisir. On est de plus en plus. Il y a pas mal de follow dès aujourd'hui. Je vois qu'on est pas mal aussi sur le live. Donc n'hésitez pas hein, à venir discuter. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Venez follow. Merci aussi pour les likes. Hein. Il y a pas mal de likes sur le live. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'hésitez pas aussi à follow sur Twitch. Hein. Follow, c'est gratuit sur Twitch. La chaîne YouTube, les plateformes de podcast et tous les autres réseaux sociaux. Mais en tout cas, merci d'être présent tous les matins en live. On va continuer notre petite revue de presse. Alors peut-être que ça va pas parler à tout le monde cette fois-ci, mais je pense qu'on a fait le tour sur le Paris Saint-Germain. Si vous avez des questions, des affirmations, je le répète dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, on va passer au résultat de vendredi soir avec le match de barrage de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne. Donc victoire vendredi, donc match retour des barrages hein, à huis clos entre l'OGC Nice et Saint-Etienne à l'Alliance Riviera. Il y avait eu 0-0 au match aller, un match sans tir cadré, sans rien, il s'était rien passé. Match retour, voilà, victoire de l'OGC Nice, donc l'OGC Nice se maintient en Ligue 1. Donc point positif hein, pour les supporters après une saison assez noire hein, pour nous, supporters de l'OGC Nice, hein, et Saint-Etienne qui reste en Ligue 2. Voilà, l'équipe qu'on appelle le Paris Saint-Germain de Ligue 2 avec le budget colossal qu'ils avaient, qui n'a pas réussi à remonter en Ligue 1. Donc voilà, sur ce match déjà, au niveau des compos, Claude Puel, voilà, on se posait la question sur quelle composition allait mettre Claude Puel. Au final,
On le voit, ce 3-4-2-1 présenté par les Niçois avec Diouf dans les cages. Dante, on se posait la question, est-ce que lui aussi allait être titulaire? Il était bien présent pour son dernier match de sa carrière, joueur historique de l'OGC Nice. C'est quand même un joueur référencé dans le football mondial, hein, qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern il y a de cela quelques années. Pour l'accompagner, on avait Kojo Peprao-Pong et Antoine Mendy. Sur les côtés, Melvin Bard, Jonathan Klaus, vu que Ali Abdi avait quitté le club en cours de semaine. Morgan Sanson, le choix de Claude Puel de nouveau titularisé pour un match décisif, Djibril Koulibaly. Et en attaque, on avait Eli Wahi, Mohamed Ali Chou, et aussi le choix de laisser Sofiane Diop sur le banc et de mettre plutôt Tom Louché, qui a plutôt fait un bon match, même si ça reste un joueur, je pense, légèrement limité. Tom Louché. Côté Saint-Étienne, on avait Gauthier Larsonneur. En défense, le cardinal Bernauer. Sur les côtés, Apia, Pedro. Et au milieu de terrain, on avait Boakier, Kanté et Gadej Bekou, avec en attaque Stassin, Davitashvili et Cardona. Alors je crois que c'est la même composition que l'on avait lors du match aller pour les Stéphanois. Et donc sur ce match, sur les stats déjà, donc je le rappelle, victoire 4-1 pour le GC Nice, 3,70 d'XG, donc ça change déjà du match aller, 2,15 même pour Saint-Etienne, donc il y a eu des actions quand même, 51% de possession, bon, une possession plutôt équilibrée, 20 tirs pour Nice, 10 cadrés, 13 tirs, 2 cadrés pour la Saint-Etienne, c'est ça qui a vraiment pêché, hein, on le disait, hein. J'étais plutôt serein que Nice se maintienne en Ligue 1, vu le niveau affiché par l'AS Saint-Etienne, pardon, par l'AS Saint-Etienne, hein, qui était une équipe assez mauvaise, je trouve, quand même. Les Stéphanois. Donc voilà, 7 grosses occasions pour le GC Nice, 4 pour Saint-Etienne, 6 corners aussi pour Nice, 4 pour Saint-Etienne aussi. Et voilà, 2 cartons jaunes. Qu'est-ce que l'on a aussi? Un seul arrêt de la part de Divan Diouf, 6 de la part de Gauthier Larsonneur. Gauthier Larsonneur, hein, qui a laissé cette équipe de Saint-Etienne dans le match quand même avec pas mal d'arrêts pour voir le défilé de ce match. Donc voilà, un but refusé de Cardona pour hors-jeu à la 9e minute, donc hors-jeu logique aussi. À la mi-temps, comment il s'appelle? Philippe Montagnier, l'entraîneur stéphanois, a fait rentrer Nadé à la place de Le Cardinal, hein, Le Cardinal qui était un peu blessé. Claude Puel décide de faire rentrer Kaïl Boudache et Mohamed Ali Chaud, à la place de Mohamed Ali Chaud et Sofiane Diop à la place de Melvin Bard. Alors pour rappel, pour ceux qui ont vu le match, il y a un carton rouge qui doit être donné quand même pour l'AS Saint-Etienne sur une faute. Alors j'ai plus le nom du Stéphanois qui fait la faute, mais c'est clairement sur Melvin Bard qui lui retourne la cheville. Il y a clairement carton rouge, ça n'a pas été sifflé par l'arbitre. Sur ce match, je trouve que l'arbitre a été assez mauvais. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais l'arbitrage a été plutôt mauvais. Ça donnait même l'impression que la Ligue voulait que Nice descende en Ligue 2. Bon, je pense qu'il y avait pas mal de supporters de foot qui voulaient que Nice descende en Ligue 2, mais pour le coup, que la Ligue le fasse. Voilà, ça c'est des théories du complot, mais en tout cas, il y a eu un très très mauvais arbitrage, je trouve, que ça soit des deux côtés, de toute façon. Donc voilà, Kayle Boudache, Sofiane Diop. Donc les choix de Claude Puel ont été payants parce que Nice est clairement plus offensif en deuxième mi-temps. On voit aussi Saint-Etienne qui commence à pêcher physiquement. Et c'est à la 62e sur une longue touche d'Antoine Mendy. Donc c'est repoussé par Gadej Bekou, il me semble. Et c'est Jonathan Klaus qui récupère le deuxième ballon et qui vient marquer, qui vient mettre ce ballon au premier poteau. Il me semble que c'est pied gauche en plus pour Jonathan Klaus. Donc voilà, 1-0 pour l'OGC Nice à la 62e minute. Florent Tardieu qui rentre, Joao Ferreira qui rentre pour Saint-Etienne, Mouefek aussi qui rentre. Voilà, Dante qui a joué ses dernières minutes avec l'OGC Nice, qui sort à la 78e, hein, qui je pense qu'il est au bout du bout, Dante sur ce match. Et donc voilà, égalisation pour Saint-Etienne sur un corner. Et donc c'est Antoine Mendy qui vient mettre la main. Enfin, l'arbitre considère qu'il y a main. Et donc Davitashvili qui vient marquer sur penalty pour cette équipe de Saint-Etienne.
Et donc, égalisation, un but partout. 81e, voilà, Kyle Boudache qui a déjà eu une action auparavant, qui a un peu vendangé. Eli Woyi aussi qui a été actif, mais qui n'arrivait pas à marquer lors de ce match. Et donc, 81e, Kyle Boudache qui vient mettre le deuxième, le jeune attaquant niçois qui est pressenti pour signer du côté de l'Olympique lyonnais, vient donner le deuxième but à cette équipe de l'OGC Nice. Et ça sent bon pour le maintien pour les Niçois lors de ce match, parce qu'on sentait Saint-Etienne qui commençait à craquer physiquement, psychologiquement. Donc voilà, 2-1 à la 81e. Et après, c'est Eli Wahi qui vient conclure le match niçois avec un but à la 87e et à la 92e pour donner et clairement maintenir l'OGC Nice en Ligue 1. Alors moi qui suis supporter, si vous me suivez depuis un moment, pour l'OGC Nice, je suis extrêmement satisfait. En étant totalement objectif, que Nice descende en Ligue 2 ou que Saint-Etienne monte, vraiment, c'était deux équipes assez mauvaises sur cette saison, qui présentaient pas un bon football. Donc voilà, en tant que supporter, je suis très très content. Après une saison assez longue, on se rappelle que Nice avait joué les barrages de Ligue des Champions en début de saison, qui a joué la Ligue Europa, qui a fait une assez mauvaise prestation, finale de Coupe de France perdue contre le RC Lens, mais qui vient tout de même se maintenir en Ligue 1. Après cette défaite à Auxerre, sur l'avant-dernière journée qui avait été terrible pour cette équipe niçoise. Donc voilà, donc en Ligue 1, la saison prochaine, on connaît les 18 équipes. Hormis s'il y a des problèmes avec la DNCG et que des clubs sont relégués. On verra si Marseille passe la DNCG, si l'Olympique lyonnais aussi est bon financièrement. Mais en tout cas, voilà. Et donc un petit article, la prochaine saison démarre dès maintenant pour le GC Nice, parce qu'il y a pas mal de choses à faire pour entamer une restructuration du club. Va-t-il y avoir un nouveau propriétaire aussi, à la place de Ineos, directeur sportif à nommer, nouvel entraîneur à cibler aussi, pas mal de départs des joueurs, on en avait parlé sur les précédents lives. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va lire ce petit article de Flavien Trésarieux avec Romain Lafont sur le renouveau de l'OGC Nice, en tout cas la restructuration. Juste avant, un petit coup d'eau et on est parti sur cet article. Alors, tout juste maintenu, l'OGC Nice ouvrira en début de semaine un nouveau cycle. Ses dirigeants recevront Geoffrey Moncada, favori pour le rôle de directeur sportif, et Roger Ricard dont le retour comme conseiller pourrait se concrétiser. La période n'était pas à la grande fête au vu du scénario de cette saison interminable, mais ce maintien arraché dans les 10 dernières minutes du barrage de retour face à Saint-Etienne valait bien un petit verre. Soulagé d'avoir enfin évité la relégation, les joueurs niçois ont célébré Dante, tout frais retraité, puis ils ont trinqué dans le vestiaire pour mieux conjurer le sort. Pendant ce temps, dans la même veine, Maurice Cohen invitait les suiveurs du gym pour un toast improvisé que l'on ne revive plus jamais une saison comme celle-là, a souhaité le vice-président délégué du gym en levant sa flûte de champagne. Puis les joueurs se sont éparpillés dans la nuit azuréenne, tournés vers des vacances bienvenues ou focalisés pour certains sur la Coupe du Monde qui arrive à grands pas en juin, 19 juillet. Tout cela ne veut pas dire que le centre d'entraînement sera déserté, bien au contraire, un nouveau cycle est en passe de débuter. Le plus dur commence maintenant, a annoncé Cohen vendredi soir. On va remettre les choses à plat, repartir d'une page blanche. Page blanche, on va essayer de retrouver le club qu'il doit toujours être. Déjà patron dans les faits depuis 6 mois, Cohen ne partagera plus les commandes du club avec Jean-Pierre River, revenu pour une pige de 6 mois très mitigée tant que les échanges avec d'éventuels repreneurs ne se concrétisent pas. Il aura carte blanche pour relancer la destinée du gym. Si les décisions majeures devront être validées par Jean-Claude Blanc, CEO d'Ineos Sport, le septuagénaire est déterminé à avancer rapidement pour mettre en place de nouvelles bases avant cet été stratégique où l'effectif va être modifié en profondeur, et pour cela, la priorité est de finaliser l'arrivée d'un directeur sportif comme annoncé par l'équipe, Geoffrey Moncada et Tom Paul. Merci à
Alors je sais pas ce que c'est, Sauvage, qui pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Je sais pas si c'est un chien, ton petit logo ou quoi, ou un chat, j'en sais rien. Mais en tout cas, bienvenue dans la communauté Hattrick, merci pour le follow. N'hésitez pas, je le rappelle, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch et tout ce qui est réseaux sociaux, même les plateformes de podcast, si vous préférez nous écouter, n'hésitez pas, Hattrick FR. Tout, 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 tout. Ok. Si les décisions majeures devront être validées par Jean-Claude Blanc, CEO d'Ineosport, le septuagénaire est déterminé à avancer rapidement pour mettre en place de nouvelles bases avant cet été stratégique, où l'effectif va être modifié en profondeur. Et pour cela, la priorité est de finaliser l'arrivée d'un directeur sportif, comme annoncé par l'équipe Geoffrey Moncada et Tom Paul, réunis avec Moncada lundi. Après une première réunion avec Blanc et Cohen en visio, il est prévu que les deux dirigeants voient l'ancien directeur technique de l'AC Milan ce lundi pour envisager la suite. Cette rencontre sera l'occasion d'aller plus en profondeur dans les échanges, mais aussi, s'ils sont positifs, d'évoquer les contours de cette collaboration, puisqu'il n'aurait encore jamais été question de contrat. Roger Ricard devrait lui aussi être présent dans les locaux du gym afin de parler de l'éventualité déjà évoquée, de revenir ponctuellement donner un coup de main sur ce mercato qui s'annonce gargantuesque dans un rôle de conseiller du président. Un budget d'environ 60 millions d'euros du jeu Edgar comme possible successeur à Puel. Si le club aura pour priorité d'alléger sa masse salariale, il devrait quand même bénéficier d'un budget de 60 millions d'euros qui pourrait lui permettre de viser une place de 9e ou de 10e en Ligue 1. La plupart allouée au recrutement ne sera pas élevée et elle dépendra aussi des ventes, mais elle devrait permettre au gym de pouvoir réaliser quelques coups sur le marché. Ils se feront en fonction des choix du futur directeur sportif, qui aura pour première tâche, après avoir fait le tour du propriétaire pour évaluer de probables changements au sein de la cellule de recrutement et du centre de formation, de nommer un nouvel entraîneur pour succéder à Claude Puel en fin de contrat au 30 juin. Le nom d'Alexandre Dujeu, révélé sur notre site le 27 mars, et pour lequel il sera indispensable de verser une indemnité de transfert à Angers, où il est sous contrat jusqu'en 2028, et celui de Didier Digard, évoqué par Nice Matin et en fin de contrat au Havre, aurait déjà circulé en interne. Donc voilà. Voilà pour la suite à l'OGC Nice. Donc voilà, pardon. Ça reste encore assez flou avec est-ce que Moncada va bien signer du côté de l'OGC Nice? Qui sera le nouveau coach? On parle de Didier Digard, Alexandre Dujeu. euh, à suivre en tout cas pour cet OGC Nice. Évidemment, on vous tiendra au courant. Tout ce qui est mercato, on suivra. Dans les commentaires de cet article, hein, on voit, il est loin l'engouement qu'avait suscité l'arrivée d'Ineos. On parlait de réussite, de puissance financière, de synergie entre la team vélo, la F1 et la pétrochimie, puis est arrivé l'achat d'un quart de Manchester United. Et depuis cette date, les Aiglons sont tombés du nid. Triste de voir cette dégringolade alors qu'il y avait tout pour faire un beau club de Ligue 1. Du gâchis. Je suis plutôt d'accord avec cet avis de Rubrique à Braque sur le site L'équipe. Merci à Zakaria aussi pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hattrick, à toi aussi. Ça fait extrêmement plaisir tous ces follow aujourd'hui et à toutes les personnes qui sont présentes sur le live. Merci à Gvis Louventia, c'est ça si je prononce bien ton nom. Merci beaucoup pour le follow aussi. Voilà. Donc après avoir parlé Ligue 1, après avoir parlé Ligue des Champions évidemment, eh ben il y a un nouvel arc qui se profile en tout cas, une nouvelle compétition. Ça va être évidemment la Coupe du Monde, hein, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui arrive d'ici 10 jours, hein, J-10 avant la Coupe du Monde. Et donc on a pas mal d'infos. Déjà, les Cibleux ayant participé à la finale de Ligue des Champions PSG Arsenal arrivent mardi à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde. Euh, voilà, les mots de Ousmane Dembélé après la victoire en Ligue des Champions, donc c'était hier sur les champs, d'après ce que je vois. Et donc, est-ce qu'il parle de la Coupe du Monde? Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour la troisième.
Voilà, Ousmane Dembélé, hein, qui se la joue un peu Kanye West et ambitieux, donc c'est bien. Potentiellement un deuxième ballon d'or pour lui et qui devrait être présent pour l'équipe de France, donc ça va être plutôt pas mal, hein. Les 5 joueurs du PSG figurant dans la liste des 26 pour la Coupe du Monde et le défenseur d'Arsenal William Saliba, qui a été opposé en finale de Ligue des Champions, rejoindront Clairefontaine mardi matin. Il ne manquait plus que 6 bleus ce dimanche à Clairefontaine et il ne devrait plus se faire attendre trop longtemps. Les Parisiens Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, tout frais vainqueurs de la Ligue des Champions, et leurs compatriotes vaincus d'Arsenal William Saliba arriveront ce mardi matin à Clairefontaine. L'équipe de France sera au complet alors pour accueillir le président de la République Emmanuel Macron aux alentours de midi. Eh ben super. Dimanche, Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix arrivaient la veille au château et effectuaient les premières courses sous les ordres de Cyril Moine, le préparateur physique, pendant que les 18 autres bleus effectuaient des oppositions sur terrain réduit à côté. La mise en route des Français est progressive, mais certains ont déjà des jambes à l'image d'Adrien Rabiot ou de Michael Olysée, particulièrement inspirés pendant la séance. On a hâte d'y être, avoué Aurélien Tchouameni un peu plus tôt en conférence de presse. Un article au sujet de Robin Risser, conseil de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé, premier entraînement, première prise de parole, les débuts en bleu de Robin Risser. Le gardien de lance Robin Risser, convoqué pour être le numéro 3 des Bleus à la Coupe du Monde, découvre son nouvel univers sans appréhension. Il y a un an, Robert Risser évoluait au Red Star en Ligue 2, club avec lequel il a lutté pour ne pas être rétrogradé. Depuis, le gardien de 21 ans a remporté la Coupe de France avec Lens, terminé à la deuxième place du championnat derrière Paris et goûté à la vie de château. À Clairefontaine avec les Bleus, dont il est devenu le troisième à son poste. Tout est allé vite, très vite, mais sûrement pas trop vite pour ce joueur qui ne nourrit ni complexe ni prétention, à l'aube de découvrir la Coupe du Monde 11 juin 19 juillet. Aux États-Unis, Risser sait ce qui l'attend. Le coach m'a expliqué mon rôle au sein du groupe. Le capitaine Kylian Mbappé également, dit-il. Dans la vie de groupe, il sera un joueur comme un autre sur le terrain. Lors des entraînements, il sera ce gardien qui restera en fin de séance pour se faire allumer par les attaquants. J'y suis prêt, oui, sourit-il. Je suis gardien, mais j'aime ne pas prendre de but. Eux, ils aiment en marquer. J'essaierai de les embêter le plus possible, de leur arrêter le plus de ballons. Il a déjà eu un aperçu de ce qui l'attendait au cours de ses 3 premiers jours de rassemblement, quand bien même manquait-il encore les finalistes de la Ligue des Champions. Prudent en conférence de presse, mais ses débuts lui ont permis de s'acclimater et de s'imprégner de ce nouveau monde. J'apprends à connaître les gars tout en restant à ma place, évidemment. Raconte Risser, j'ai conscience de ce que je dois faire, c'est le plus important. Pour sa première conférence de presse ce dimanche, le nouveau bleu ne s'est ainsi pas aventuré vers des sentiers qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'une question s'approchait du jeu de l'équipe, de ce qu'elle devait faire pour progresser, il se retournait vers le chef de presse afin de ne pas commettre d'impair, quitte à ne pas répondre s'il ne le sentait pas. Mais Risser n'a pas non plus trop souvent botté en touche, il change de dimension, et en a conscience. Son nouveau cercle rapproché est composé de Mike Maignan, Brice Samba et Monsieur Raviot, comme il appelle l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Là aussi, mis au parfum. Ils m'ont juste dit d'être moi-même, de faire ce que je sais faire. Ils ont été à ma place avant et ils savent que porter ce maillot est assez lourd. Seul parmi les 26 à n'avoir jamais été appelé avant ce rassemblement, Risser était l'un des premiers arrivés au château vendredi. Tu as l'heure, c'est bien, lui a lancé Didier Deschamps sur le ton de la boutade, dans une manière de lui souhaiter la bienvenue. Risser a ensuite découvert son nouveau maillot, celui avec les 2 étoiles, pas comme en esport où on n'a pas les étoiles. Dit-il, il apprendra vite, c'est loin d'être la seule différence. Donc voilà, plutôt positif, hein, Robert Risser qui a fait une très très belle saison, qui a été, il me semble, élu meilleur gardien de Ligue 1. Voilà, dommage pour Lucas Chevalier, hein, qui est un bon gardien malgré toutes les critiques qu'on a pu voir à son sujet. Une saison assez compliquée avec lui au Paris Saint-Germain. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon gardien, Lucas Chevalier. Et il aura le temps, on va dire, de refaire ses preuves en équipe de France. On parle de l'équipe de France, on parle de leur adversaire aussi, le Sénégal. À 16 jours de son match contre la France à la Coupe du Monde, le Sénégal tombe face aux États-Unis malgré un doublé de Sadio Mané. Alors là, c'est le résumé du match, il dure 5 minutes, donc on va pas le regarder, hein, sachant que vous pouvez pas le voir sur TikTok. Donc on va juste se faire ce petit résumé de ce match. Si vous avez des questions, encore une fois, je le redis, hein, n'hésitez pas, questions, affirmations, peu importe ce que vous voulez dire sur le chat, n'hésitez pas à le faire.
En tout cas, opposé aux États-Unis à Charlotte, le Sénégal qui affrontera la France pour son entrée en lice à la Coupe du Monde en juin 19 juillet s'est incliné pour son avant-dernier match de préparation. Un article de Timothée Thomas Collignon, à 16 jours précisément de son match d'ouverture à la Coupe du Monde, où il aura fort à faire puisqu'il se mesurera à l'équipe de France d'entrée. Le Sénégal ne s'est pas rassuré dimanche soir à Charlotte, Caroline du Nord. Au terme d'un match plaisant et riche en buts, les États-Unis l'ont emporté contre le vice-champion d'Afrique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire comme quoi la CAN a été retirée au Sénégal. J'avais totalement oublié, hein. Moi, j'avais encore dit qu'ils étaient champions d'Afrique. Euh, qui n'avait plus perdu dans le jeu depuis 6 mois et 11 rencontres, 8 victoires, 1 nul et la défaite après coup contre le Maroc en finale de la CAN. Le pays co-organisateur du prochain mondial qui a présenté cet affrontement comme le classico continental, une expression érigée sur la bâche déployée dans le rond central avant la rencontre, n'a pas tardé à gâter ses spectateurs, venus remplir la Bank of America Stadium de Charlotte, à la suite d'un joli mouvement collectif initié sur le côté gauche par Anthony Robinson. Christian Pulisic a trouvé Serginho Dest plus rapide qu'Ismail Jacobs. L'ancien piston du FC Barcelone qui évolue désormais au PSV Eindhoven a trompé le gardien du Havre Moridio, titularisé car Edouard Mendy et Yevan Diouf ne figuraient pas sur la feuille de match de l'intérieur du pied droit. Pulisic a répliqué quelques minutes plus tard, cette fois en qualité de buteur, servi dans l'axe par Ricardo Pepi, lui-même lancé en profondeur par Alex Freeman. L'attaquant de l'AC Milan a intelligemment crocheté le gardien sénégalais pour doubler la mise 20e. Un premier but de Balogun refusé avant un autre validé. Avant la passe, après une belle percée du milieu de terrain de Sunderland, Habib Diarra, Sadio Mané a permis au Lion de la Teranga de réduire la marque en croisant une frappe en première intention. Au retour des vestiaires, le défenseur du Paris FC, Mustapha Mbo, entrait à la mi-temps. Le Sénégal a procédé à deux ajustements à cet instant du match, contre 9 pour les États-Unis, a perdu un ballon sur le côté droit, donnant lieu à une action dangereuse complètement oubliée dans la surface. Le monégasque Folarin Balogun, entré en lieu et place de Pepi, pensait marquer mais son but a finalement été refusé. Quelques secondes plus tard, Sadio Mane a profité d'une remise manquée de Miles Robinson, reprise par Nicolas Jackson pour pousser le ballon au fond des filets et raviver l'espoir. Enfin, Balogun, bien placé sur un centre dévié de manière hasardeuse, a redonné de l'air aux Américains. Le Sénégal n'a ensuite pas été en mesure de revenir au score et s'est incliné d'un but alors que les États-Unis qui ont prouvé ce dimanche soir qu'ils peuvent se mettre à rêver d'un beau parcours à domicile cet été affronteront l'Allemagne le 6 juin, le Sénégal jouera l'Arabie Saoudite le 10 juin avant donc d'affronter la France 6 jours plus tard au MetLife Stadium de New York. Les matchs amicaux ne présagent rien de la compétition, je suis tout de même épaté par Sadio Mané et ce qu'il réalise à 34 ans. Donc voilà, vraiment une équipe à surveiller le Sénégal, hein, cette équipe de France, il ne faudra pas les sous-estimer, hein. Évidemment, même s'ils ont perdu là contre les États-Unis, ça reste des matchs amicaux très peu lisibles. Mais voilà, le Sénégal, il faudra bien s'en méfier pour nos Français. Mais il y a pas mal de remue-ménage dans cette sélection sénégalaise. Un sélectionneur, son contrat, capitaine blessé, date de match pas appréciée, la préparation mouvementée du Sénégal avant la Coupe du Monde. Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, n'a toujours pas prolongé son contrat qui se terminait en février. C'est dans ce contexte que le premier adversaire des Bleus, lors de la Coupe du Monde le 16 juin, entame sa préparation contre les États-Unis dimanche soir à Charlotte. Un article d'Hervé Penaud. Le départ des Sénégalais vers les États-Unis mercredi s'est accompagné de polémiques depuis février et la fin de son contrat. Pape Thiaw, 45 ans, le sélectionneur n'a pas prolongé et n'a donc pas perçu le moindre salaire, ce qui fait désordre à l'entame d'une Coupe du Monde après sa performance en Coupe d'Afrique des Nations. Comment sa fédération a-t-elle pu à ce point négliger cette situation? Le Sénégal s'est imposé face au Maroc 1-0 en finale, un succès devenu victoire 3 buts blablabla. Un succès devenu victoire 3-0 du Maroc en commission d'appel de la CAF en attendant la décision du tribunal arbitral du sport. Et ce n'est pas le seul souci rencontré. L'avion affrété spécialement a été largement retardé en raison de problèmes administratifs. La fédération a même communiqué sur ses réseaux sociaux pour confirmer en creux ces problèmes liés à la prolongation de Thio et des contretemps sur la logistique et certains visas. Ce manque de rigueur n'a pas pour autant affecté le groupe qui disputera un premier match amical à Charlotte contre les États-Unis dimanche soir. À une date donc l'article, hein, il date d'avant le match contre les États-Unis. À une date d'ailleurs pas nécessairement appréciée par Thio. Le sélectionneur aurait préféré laisser ses hommes profiter de la Tabaski, la grande fête musulmane,
mercredi et jeudi avec leur famille avant de rejoindre le Nouveau Monde. Là encore, la fédération a concocté le programme sans en référer aux principaux intéressés, ce qui a obligé l'équipe à poser ses valises sur le sol américain quasiment 3 semaines avant son entrée dans la compétition, le 16 juin contre la France. Derrière, la question du rythme se pose, mais d'autres questions vont prendre le dessus au moment de débuter cette campagne qui fait rêver tout un pays et tout un groupe. L'équipe se trouve déjà confrontée à un dilemme. Kalidou Koulibaly, le capitaine, est en phase de reprise après avoir disputé son dernier match le 8 avril, et Mamadou Sarr, son talentueux remplaçant, n'a quasiment pas joué depuis qu'il a rejoint Chelsea l'hiver dernier, 101 minutes en première ligue. C'est donc simple, les deux rendez-vous contre les États-Unis puis l'Arabie Saoudite le 9 juin seront très importants pour Sarr, qui pourrait débuter la Coupe du Monde à côté de Moussa Niakhaté pour reprendre du rythme. Son retour rapide à son top niveau pourrait être une clé de la solidité défensive contre la France. Sarr a déjà montré lors de la CAN sa capacité à suppléer son capitaine blessé. Le premier match de préparation des Lions face à l'un des pays hôtes de la Coupe du Monde permettra notamment à Hassan Diao, forfait pour le tournoi au Maroc, de se montrer. Le groupe de 28, rejoint par Idrissa Gueye qui revient lui aussi de blessure, devrait être réduit de 2 unités en début de semaine. Voilà, compliqué la préparation pour le Sénégal. Mais il faudra suivre ça de près, je le redis. Cette cacophonie me rappelle les préparations du Cameroun avant pratiquement toutes ces phases finales de Coupe du Monde globalement calamiteuses. Espérons que cet épisode fâcheux sera sans conséquence face au professionnalisme des Français, Norvégiens et pourquoi pas Irakiens. Bon, après, si l'Irak bat le Sénégal, ça veut dire que vraiment le Sénégal est dans une phase très très compliquée quand même. Fin de saison oblige, on va parler mercato aussi. On avait déjà l'info non officielle. Liverpool officialise le départ d'Ibrahima Konaté. Après 5 saisons passées à Liverpool, Ibrahima Konaté quittera le club à la fin de son contrat le 30 juin. Le défenseur international français a fait ses adieux aux Reds dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Ibrahima Konaté, Liverpool, c'est bel et bien terminé. Le défenseur central quittera le club à la fin de son contrat le 30 juin, après 5 saisons passées sous les couleurs des Reds, qui ont officialisé la nouvelle dimanche au lendemain de l'annonce du départ de leur entraîneur Arne Slot, arrivé en provenance du RB Leipzig durant l'été 2021. Konaté aura disputé 183 rencontres et inscrit 7 buts avec le club de la Mersey. Au cours de son passage à Anfield, l'international français, 27 ans, 27 sélections, a enrichi son palmarès d'un titre de champion d'Angleterre en 2025, d'une FA Cup remportée en 2022, de 2 Coupes de la Ligue 2022 et 2024 et d'un Community Shield à l'entame de la saison 2022-2023. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message? Déjà, s'il est en anglais, j'espère que vous comprenez l'anglais. Liverpool have just done that. They've reached an agreement. They've just told for the transfer of Ibrahima Konaté. He says he's really happy to be joining such a, quote, massive club. Et le gars There's a golden sky and the sweet silver sound. And this one does as well. Ibrahima Konaté. Through the wind. failed to hold it, did Pope, and Konaté squeezed it home. Walk on with hope in your heart, and you'll Konaté's there, and Liverpool are level. Liverpool have just Voilà, Ibrahima Konaté, on va juste lire son petit mot. Enfin, mot assez long quand même, hein.
Cher Liverpool, après 5 ans, je suis arrivé en tant que jeune joueur avec de grands rêves. Aujourd'hui, je le quitte avec des souvenirs qui resteront avec moi pour le reste de ma vie. Représenter ce club a été un honneur. J'ai passé d'incroyables moments. On a passé d'incroyables moments ensemble. Des hauts, des bas, des trophées, des challenges, des amis, des amitiés qui vont durer et des heartbreaking moments, enfin des moments déchirants, on va dire, vont rester avec nous pour toujours. Encore plus de peine quand on a perdu notre frère Diogo. Perdre mon père cette année a été une période très dure de ma vie. Euh, mais avec l'aide de club, avec l'aide du club, ça a été, mais avec le soutien du club, qui n'a jamais changé et qui m'a soutenu. Durant ces moments difficiles, hem, j'ai tout donné, pour ce blason. Désolé, hein, une traduction anglaise assez catastrophique. Et à tous les supporters, merci pour votre amour, votre énergie, votre incroyable support. Anfield est vraiment une place spéciale, enfin un stade spécial. Et jouer devant vous euh, a été quelque chose de grand qu'on m'enlèvera pas. Je suis très triste et je n'ai pas eu la chance de vous dire au revoir à tous lors du dernier match. À ce moment, je ne savais pas que c'était mon dernier, ça serait la dernière fois que je porterais ce maillot devant vous. Du plus profond de mon cœur, merci pour tout, je vous aime et je porterai Liverpool de partout où j'irai dans mon cœur. Et ce n'est pas un au revoir facile, mais un nouveau challenge et un nouveau chapitre. See you soon, Inshallah. You never walk alone, Ibrahima Konaté. Voilà hein, pour le message, très beau message de la part de Ibrahima Konaté. Bon, évidemment, l'article avait fait la traduction. Euh, L'aventure de Konaté est donc officiellement terminée alors qu'il y a encore un mois de cela, les représentants du jour et les dirigeants de Liverpool étaient parvenus à un accord de principe autour d'un contrat de 5 ans, mais en quelques semaines, les négociations ont connu un basculement spectaculaire à cause de désaccords internes sur fond de fin de saison chaotique, qui intéresse plusieurs... Ibou Konaté intéresse plusieurs clubs, dont le Real Madrid, le Bayern et Chelsea, donc il a quand même des belles portes de sortie pour Ibrahima Konaté, en fonction de s'il arrive peut-être à faire une bonne Coupe du Monde. Après, je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu, Ibrahima Konaté. Ça reste un bon défenseur, même s'il a été en difficulté sur un peu les 2 dernières saisons, je trouve, à Liverpool. Il a potentiellement des belles portes de sortie hein, avec ces 3 gros clubs, et je pense qu'il a d'autres opportunités. Il y a une autre personne aussi qui va quitter Liverpool, ça a été dit dans l'article, c'est Arne Slot, après un titre l'année dernière. Alors, je pense que c'est ce qui va être dit dans l'article, mais je vais te donner mon avis quand même par rapport à Arne Slot. J'ai trouvé la saison dernière que ça a été une très belle saison de Liverpool où ils ont gagné un titre, mais il a beaucoup surfé quand même sur les restes de Jürgen Klopp à Arne Slot. Hein, c'était vraiment du copier-coller, je trouve, la saison dernière. Et cette saison, il a essayé de mettre plus de choses en place et de plus imprégner sa patte avec des choix de joueurs et tout ça, beaucoup d'argent investi. Et c'est vrai que ça a été moins impressionnant, moins kiffant même, on va dire, pour le Liverpool d'Arne Slot version 2.0 quoi. Mercato décevant, cadre en retrait, jeu moins intense, Liverpool tourne la page, Arne Slot un an après le titre. Un an après le titre de champion, les Reds qui ont terminé 5e de Première Ligue ont décidé de se séparer de leur entraîneur Arne Slot. Il devrait être remplacé par Andoni Iraola qui a qualifié Bournemouth pour l'Europe. Un article de Vincent Duluc, vu de loin, cela ressemble à un chapitre de la communication pour les nuls. Le jour même de la finale de la Ligue des Champions, comme pour en affaiblir l'écho, Liverpool a annoncé qu'il mettait fin au contrat de son entraîneur Arne Slot au terme de sa 2e saison à Anfield. L'entraîneur néerlandais aurait été prévenu ce samedi matin seulement la veille. Ses agents assuraient encore que le club le soutenait
et qu'il préparait la saison prochaine. Le communiqué fait part de la nécessité de redresser la trajectoire de l'équipe à travers une nouvelle direction. Slot est victime avant tout du gouffre entre sa première saison au club et la seconde. La manière dont il avait pris la suite de Jürgen Klopp à l'été 2024 avait été un triomphe, ou presque, puisque qu'il était devenu champion d'Angleterre avec 10 points d'avance sur Arsenal, mais avec un jeu moins intense, plus posé, qui jetait déjà les bases de l'ennui à venir. La mort de Jota a bouleversé le vestiaire. La seconde saison aura été pénible à tous les points de vue. Liverpool a terminé à la 5e place, assurant sur le fil de sa qualification en Ligue des Champions, mais avec 60 points, son plus faible total en 10 ans, et après avoir concédé 19 défaites, toutes compétitions confondues. On ne saura jamais l'impact véritable sur l'équipe de la tragédie de la mort de Diogo Jota après un accident de route l'été dernier. Mais elle a bouleversé le vestiaire à l'évidence à un moment où la pression sur Slot aura été d'autant plus grande que Liverpool avait dépensé 500 millions d'euros en transfert. Hugo Ekitike, Alexander Isaac, Florian Wirtz, Jérémy Frimpong, Milos Kerkez. Dans le lot entre adaptation difficile et blessures, seul Ekitike aura été vraiment convaincant. Par-delà un jeu trop lent, dépourvu de la fièvre qui convient à Anfield, Liverpool a souffert de la saison médiocre à quelques cadres. Quelques cadres, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo, Alexis McAllister et du crépuscule de Mohamed Salah, seulement 7 buts en première ligue contre 29 la saison précédente. L'élimination en Ligue des Champions face au PSG aurait également fragilisé le technicien néerlandais, autant que les défaites que pour le renoncement, la défense à 5 alignée au Parc des Princes ayant été lue comme une abdication. C'est vrai que Mohamed Salah qui va quitter aussi Liverpool, donc ça fait pas mal de départs déjà du côté de Liverpool, pas mal de cadres qui quittent le club. Slot avait même été sifflé par Anfield le soir du nul face à Chelsea le 9 mai, après que les Reds avaient seulement tiré 6 fois au but. Steven Gerrard dressait ce bilan samedi soir à Budapest sur le plateau de TNT Sports, avant la finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas facile de devenir champion d'Angleterre, je suis bien placé pour le savoir. Il n'a jamais été champion en 17 saisons à Liverpool, mais une fois que l'on a dit ça, il faut avouer que depuis quelques mois, on ne ressemblait plus à Liverpool. C'était souvent pénible à regarder, alors la première réaction est la surprise, mais à l'analyse, cela semble bien la bonne décision. La manière dont Liverpool a approché plusieurs entraîneurs depuis le mois de janvier, dont Pierre Sage, le coach de Lens et Sébastien Honest, suggère une réflexion de longue date de Fenway Sport Group et son directeur du football Michael Edwards. Mais le grand favori qui pourrait être intronisé en début de semaine prochaine est l'Espagnol Andoni Iraola, qui vient de qualifier Bournemouth en Ligue Europa pour la première fois de l'histoire du club. L'actuel directeur sportif des Reds, Richard Hughes, avait été celui qui avait embauché Raoula à Bournemouth en 2023. La signature de l'entraîneur espagnol, dont l'équipe est celle qui a déclenché le plus de tirs sur pressing haut cette saison, devrait rapprocher Liverpool de l'intensité qui lui a tant manqué au sein du Big Six historique. Seul Mikel Arteta est toujours en poste depuis l'été dernier. Tout a changé. Chelsea avec Xabi Alonso, à Manchester United Michael Carrick, à Tottenham Roberto De Zerbi et à Manchester City Enzo Maresca, et donc à Liverpool en général. Ce n'est pas un signe des temps calmes. Voilà, hein, Andoni Iraola, coach de Bournemouth, qui devrait être le nouvel entraîneur de Liverpool. Mercato aussi, Raphaël Leao annonce vouloir quitter l'AC Milan après 7 saisons passées au club. Je veux ouvrir un nouveau chapitre. L'ailier gauche portugais Raphaël Leao a annoncé à la télé portugaise Sport TV vouloir quitter l'AC Milan cet été. En 7 saisons au club, le joueur de 26 ans a inscrit 88 et délivré 54 passes décisives en 289 rencontres disputées chez les Rossoneri. Donc déjà, la saison dernière, même il y a 2 ans, il me semble que Raphaël Leao était sur les plates-bandes comment il s'appelle? Du Barça. Et donc, pourquoi pas voir Raphaël Leao du côté de l'Espagne et du FC Barcelone, ou pourquoi pas en Angleterre, hein. On sait qu'il a pas mal de tout, je pense. Raphaël Leao, après une saison assez mitigée quand même de l'AC Milan, et de son côté à lui. Après cette saison chez les Rossoneri 2019-2026, Leao a des envies. D'ailleurs, l'ailier gauche international portugais s'est exprimé sur son souhait de quitter l'AC Milan à la chaîne de télé portugaise Sport TV samedi. Je suis fier d'avoir fait partie de l'histoire de l'AC Milan, mais je veux ouvrir un nouveau chapitre. Je me sens prêt pour jouer dans un autre championnat. Euh, Ce qui s'annonce aussi, hein, c'est une complication. Lui, il l'annonce déjà à la télé comme ça. C'est assez bizarre. Potentiellement, il pourrait avoir du remue-ménage et que ça prenne beaucoup de temps pour qu'il quitte le club. Et des complications, qui ne jouent pas le début de saison, qui ne viennent pas aux entraînements, hein. Ça sent le truc comme ça. J'ai pas envie d'extrapoler, mais
Mais ça va être bizarre, je pense, ce départ de Leao du côté de l'AC Milan. Leao sort d'une saison décevante sous les ordres de Massimiliano Allegri avec un rendement statistique en baisse, 10 buts et 3 passes décisives en 31 matchs et une non-qualification en Ligue des Champions. Sur le plan contractuel, le Portugais de 26 ans est lié à l'AC Milan jusqu'au 30 juin 2028 avec une clause libératoire fixée à 175 millions d'euros. Alors ceux qui payent 175 millions d'euros pour Leao, bonne chance. Leao est arrivé en Lombardie en 2019 après une saison disputée en Ligue 1 dans les rangs du LOSC où il avait inscrit 8 buts en 26 apparitions. À Milan, le joueur formé au Sporting Portugal a notamment remporté le Scudetto en 2022. Voilà, là aussi à suivre. Supporter rennais qui met les portes du Roison Park sont ouvertes. Raphaël. Bon, je pense qu'il a quand même l'ambition de signer dans un club plus huppé que Rennes. Et pourquoi pas, hein, les portes sont ouvertes du coup. Et la dernière info mercato qu'on en avait pour aujourd'hui, bon, on parlait de Elie Junior Croupi au PSG, donc pourquoi pas, ça on aura le temps de le suivre, hein, qui est la nouvelle coqueluche du mercato, Junior Croupi, donc ça sera à suivre. Mais l'ancien entraîneur de Monaco, Adi UTR, de retour sur le banc de l'Eintracht Francfort. L'Eintracht Francfort a officialisé ce dimanche le retour au poste d'entraîneur d'Adi UTR, licencié en octobre de l'AS Monaco. L'Eintracht Francfort a officialisé ce dimanche l'arrivée sur le banc d'Adi UTR qui avait déjà entraîné le club allemand entre 2018 et 2021. Le technicien autrichien était libre depuis octobre et son éviction de l'AS Monaco, au sein de laquelle il était arrivé à l'été 2023. UTR avait qualifié le club de la Principauté pour la Ligue des Champions lors de chacune de ses 2 premières saisons. Il avait été évincé à l'automne en raison d'un début de saison poussif et l'ASM est de désaccord avec la direction. Uther s'est engagé pour 3 saisons avec l'Eintracht, 8e du dernier championnat, succédant à Albert Riera, que ne sera resté en poste que quelques mois. Son nom avait également circulé ces dernières semaines à l'OM afin de succéder à Habib Beye. Ça aussi, évidemment, on suivra la suite du mercato de l'Olympique de Marseille. Quel sera le nouveau coach marseillais? Des fois, les commentaires, ils sont drôles. Bingo, il a réussi à placer Habib Beye dans son article. Bref. Voilà pour les infos d'aujourd'hui, les amis. Voilà, on a parlé de tout ce qui s'est passé ce week-end. Pas de match ce soir, donc ça va être assez compliqué de discuter. Mais bon, on trouvera évidemment des sujets pour demain, les amis. Voilà, ce soir, il n'y a pas grand-chose. Il y a une Canu 17, l'Euro 17 et le tournoi Maurice Révélo. Mais bon, pas grand-chose. Il y a à noter aussi que le Brésil a mis 6-2 au Panama cette nuit en amical. Donc voilà, avec 6 buts, Neymar n'a pas joué. Dommage, évidemment. Voilà, il y aura le match de l'équipe de France jeudi cette semaine, donc on en discutera, mais on sera bien présent demain en live. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc voilà, pour ce soir, hier, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc on trouvera, vous inquiétez pas, on trouvera des sujets pour demain. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Je le répète, pour ceux qui sont sur le live TikTok, n'hésitez pas à me follow si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci à tous pour le soutien. Je vois qu'il y a eu pas mal de monde aujourd'hui qui sont passés, qui sont partis, qui ont follow, qui ont liké. Donc merci à tous. N'hésitez pas aussi la chaîne Twitch, évidemment, à follow. Follow, c'est gratuit sur la chaîne Twitch. Si vous voulez vous abonner, c'est disponible aussi. Donc n'hésitez pas à passer. AtrickFR1. Merci à King Arena, voilà, pour la force en tout cas. Voilà, je rappelle sur mon écran Twitch pour les prochains lives, il y a le live est diffusé, enfin ce que je regarde sur internet c'est diffusé sur Twitch. Malheureusement sur TikTok je prends pas mal de strikes donc j'évite. Mais voilà, si vous voulez passer sur Twitch, on essaiera aussi de relancer les live Twitch autres que l'actu du jour. Bref, n'hésitez pas à venir follow, à vous abonner. La chaîne YouTube, évidemment, à vous abonner aussi. Vous avez toutes les rediffusions de ces lives si vous êtes arrivé en retard. On travaille sur d'autres vidéos, évidemment. Petit à petit, on reprend notre rythme. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, vous avez évidemment les plateformes de podcast. Si vous voulez pas nous écouter, si vous voulez pas nous voir, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music. Et évidemment, tous les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur TikTok, il y a Instagram, Facebook, Snapchat, Thread et X. Voilà. Je pense que j'ai fait tout le tour pour la petite promo. Merci à tous d'avoir été présents en tout cas. Merci beaucoup pour ceux qui étaient sur le live TikTok, sur le live Twitch. On se retrouve demain 10h midi pour discuter de l'actualité football. Passez un bon appétit et une bonne fin de journée. Ciao les amis, ciao. Ciao à tous.